On est ouvert là? Ah, je vois les gens qui arrivent. En effet. Bonjour à tous. Bonjour Alix, bonjour Anne, bonjour Florence. Ah, coucou l'Italie, coucou Karine. Bonjour Karine. L'équipe, Catherine est Bonjour là. Martine. Bonjour Fanny. Oh, vous arrivez. Tout le monde est à l'heure. Bonsoir, monsieur Herkes. Ça fait bizarre de vous, de vous lire là. Coucou Richard. Coucou Richard, coucou Martine. Bienvenue Sandrine. Bonjour Sylvie. Bonjour Véronique. Bonsoir Véronique. Plein de bonnes ondes à Shirley, on lui envoie. Elle va gérer en maître. Ah oui, Sandrine, ça fait du bien de vous retrouver tous et toutes. Même si c'est de la distance, ça fait quand même beaucoup de bien. Bonjour Julie. Coucou Myriam. Donc comme ça, on va pouvoir attendre que toutes les personnes inscrites puissent arriver. Donc voilà, on a encore 3 minutes et tout le monde est à l'heure, donc c'est top. Bien, bonjour Jojo. Coucou Joanie. Ah, le Tarn, magique. Bonjour le Tarn. Bonsoir Anne. Bonsoir Pascal. Bienvenue Pascal. De région confinée à région libre. Ouais. Bonsoir Aurélie. On va attendre gentiment que tout le monde puisse se connecter sereinement pour pouvoir démarrer. Là, je vois qu'on est à 23 personnes. Karine, est-ce que Pasquale est avec toi aussi? On vous fait des bisous à tous les deux ou tu es toute seule? Ah, He's in Lanciano. d'accord. C'est pas marrant d'être de ce côté-là par contre. C'est toujours magique d'avoir les membres de cette équipe qui se connectent et qui sont là en soutien, ça fait du bien. Alors je sais que Shirley stresse un peu de vous avoir tous derrière l'écran, mais Bonsoir Patricia de la bonsoir la Haute-Savoie. Non, on ne vous voit pas Myriam. On n'a que vos chats, que les messages sur le chat, dans Converser, puis après dans les Q&R. On vous ressent, on ne vous voit pas. On va se laisser si tu es OK, Shirley, les 5 minutes, 5-6 minutes. Bien sûr.
voulez bien nous dire peut-être pour les uns et les autres, est-ce que vous êtes nombreux à avoir suivi les autres webinaires? Est-ce que c'est la première fois que vous nous suivez, juste pour que on puisse un peu. Ok, Cathy. C'est la première fois. Alors vraiment, Alix, bienvenue. Oh, Julie, vous avez suivi l'ensemble des webinaires. Ouais. Julie est une fidèle. Bonsoir Dominique. Ah oui, sinon je vous aurais appelé Estelle. Hein. Alors Patricia aussi, bah, bienvenue à vous. Ok Estelle, c'est la première fois aussi pour vous. Alors bienvenue dans ces... Jérôme semble être infidèle. On peut dire qu'il c'est infidèle, oui, je pense que ça colle. Ah ouais, ouais, d'accord. Bonsoir Alexandra, ça monte. Oh, c'est joli. Merci Richard. Je crois qu'une fois, on fera ça en fin d'année ou je ne sais pas quand, mais on fera un webinaire avec le maximum de membres de l'équipe pour que tout le monde voit tout le monde. Ça manque. Il nous manque plus grand monde, je crois. Là, c'est toi qui diras, c'est toi qui... Je suis en train de regarder un petit peu par rapport à la liste. Alors, par exemple, pour les personnes qui nous rejoignent, et oui, l'équipe est dispersée partout dans toute la France. Là, vous avez l'Ardèche, la région parisienne, le Languedoc, le Nord, l'Ouest, Bretagne. Je ne crois pas qu'il y ait les personnes autour de Lyon qui sont là. Ah, Joanie, c'est pas loin de nous. Ouais, Ardèche. Ouais, il y a plein sud aussi. Vous êtes en masse en général sur le sud. Dans le sud. Et oui, je disais pour les personnes qui nous rejoignent et peut-être que vous n'avez pas toute l'information, vous avez une personne là qui nous soutient aussi beaucoup, qui s'appelle Véronique et qui gère la page Facebook de la méthode Montessori adaptée, qu'on remercie énormément de toujours relayer et puis partager et puis supporter en fin de compte ce groupe. Si pour certains vous n'y êtes pas inscrit ou c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, vraiment ce groupe vaut le coup parce que ça permet aussi pas mal de partage. Et c'est vraiment une belle page. Oui, vous avez raison, Cathy, c'est un plaisir de la suivre. Ah, Toulouse. C'est encore 2-3 minutes et Oh, je pense que dans une minute, on pourra démarrer à mon c'est avis. toi qui décides. Ouais. Oui, Sandrine, il y a vraiment de très très belles informations sur cette page et Véronique le gère vraiment avec très grande qualité. Je pense qu'on va pouvoir peut-être démarrer. Qu'est-ce que tu en dis? Allez, c'est parti. Il nous manque 4 personnes.
Est-ce que tu souhaites attendre 1 minute de plus ou est-ce que tu veux qu'on démarre? Allez, laissons-nous 1 minute. Est-ce que vous êtes tous dans cet axe d'accepter d'attendre encore une petite minute pour qu'on laisse les personnes arriver pour les derniers retardataires? Ça arrive encore, ça arrive encore. Merci, c'est lui. Ah, bonjour Véronique. Hmm, l'Ardèche largement représentée. Mmh. Merci, Mélodie. Merci à chacun pour l'attente des dernières personnes qui arrivent. Alors bon, le démarrage en général, c'est Oui, ça fait beaucoup de Véronique représentée ce soir, dites donc. ah, c'est joli, Julie, merci. Oui, Merci Julie. là, tu es à 34. Je suis à 34. Mhm. Mmh. Eh ben, on va démarrer alors. On va démarrer. On démarre? On démarre. Si tout le monde est OK, on démarre. Alors, c'est parti. Donc déjà, bienvenue et encore merci de nous suivre et puis de répondre à ces propositions. Pour ceux qui nous rejoignent, on va faire 2-3 petits slides d'introduction pour l'organisation. Ceux qui nous suivent depuis quelque temps, on va être habitués à ces présentations. Ce soir, on a une thématique particulière et que Shirley, qui est la responsable du développement du domicile chez AG&D Montessori Lifestyle, va vous présenter. Moi, je serai en posture de facilitateur et puis peut-être de complément d'une ou deux petites choses, mais c'est vraiment Shirley qui va mener la danse. Vous avez entendu, pour certains, un peu de familiarité avec des participants parce qu'il y a une équipe incroyable d'humains engagés autour de ces développements et donc vous en avez un certain nombre qui sont présents et qui pourront même des moments interagir ou répondre à certaines questions. Mais voilà, on tient toujours à mettre en avant cette équipe parce que sans tout ce groupe, on ne serait pas grand-chose. Donc merci à tous ceux qui sont présents et puis une grosse pensée à ceux qui ne sont pas présents. Donc AG&D Montessori Lifestyle, c'est une entreprise qui bien évidemment développe l'axe de la formation et puis d'autres points autour du développement d'outils, de la recherche. Et vous avez Jérôme Herkes qui est présent. On travaille, nous, sur la France, la Suisse, et puis on a bien évidemment des partenariats sur d'autres pays, l'Italie aussi, que j'oublie pas. Et puis nous avons des partenaires qui continuent ces développements. Donc les partenaires, on tient à nommer la Belgique avec Senior Montessori, Centrum Montessori qui est développé par Monika Stronska en Pologne, et puis bien évidemment l'organisme de Cameron Camp aux États-Unis qui gère la partie anglo-saxonne. Et donc on travaille autour de développement sur l'accompagnement de nos aînés, qu'ils habitent en institution ou qu'ils habitent à la maison. Et puis il y a d'autres développements qui vont arriver, qui sont en chemin autour du handicap aussi. Donc juste pour l'organisation spécifique de ce Zoom pour les personnes qui nous ont rejoints, quelques tout petits points. Vous avez dans les onglets, tout en bas sur votre ligne du bas, un axe qui est conversé où chacun a partagé ses bonjours et puis de se retrouver les uns les autres. Donc ça reste cet onglet pour converser d'une manière libre. Et par rapport à la présentation que fera Shirley,
vous avez un autre onglet qui est Q&R et qui permettra de recenser vos questions, qui seront reprises à la fin. Donc si vous voulez bien nous mettre vos questions dans cet onglet-là, et si par exemple en le regardant, vous voyez des questions qui vous parlent ou que vous auriez souhaité poser, vous pouvez voter dessus, ce qui les fera remonter. Et comme ça, quand on aura terminé la présentation plus pyramidale, plus descendante, Shirley reprendra ces questions-là pour pouvoir y répondre et échanger avec vous. Petite chose sur l'axe technique, si vous avez à un moment une déconnexion, surtout laissez tourner la page, elle va se reconnecter automatiquement. Si vous avez une difficulté technique, j'essaierai au maximum de vous répondre parce que toute l'équipe sait que moi et la technique, c'est pas toujours simple, mais j'essaierai de faire au mieux. Donc mettez-moi directement un petit message si vous avez une difficulté ou d'audition ou autre. Je crois que nous avons à peu près vu l'ensemble. Je crois que j'ai vu aucune difficulté des uns et des autres pour le côté technique et support. Donc ça, c'est tout bon. Je vais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous laisse, madame, mais je suis partie. Oui, je ne vous ai même pas laissé vous présenter. Il n'y a pas de souci. Donc, bonjour à tous, bienvenue. C'est un exercice un petit peu particulier pour moi puisque c'est la première fois que je réalise un webinaire de la sorte. Donc, c'est une première. J'espère que vous serez indulgents avec ma capacité à transmettre via ce magnifique outil digital. Donc, moi, je suis Shirley. Je travaille depuis quelques années maintenant au sein d'AGED Montessori Lifestyle et mon cœur de métier est celui d'être infirmière. Et donc, j'ai rejoint l'équipe d'AGED en ma qualité d'infirmière travaillant dans les soins à domicile. J'ai été formée à cette méthode, à cette vision, à cette approche Montessori il y a quelques années de cela. Et après de la mise en pratique, du désapprentissage, du changement de posture, des expériences, des challenges et des petits miracles au quotidien, on m'a proposé de rejoindre l'équipe en tant que formatrice. Et comme je viens du domicile, évidemment, mon challenge a été de rejoindre l'équipe en prêchant la paroisse des professionnels du domicile et de tout ce qu'il y a autour de l'accompagnement à domicile pour développer cette approche, voilà, de manière un peu plus dédiée à ce public. D'où la raison de ce webinaire ce soir, en l'occurrence avec d'autres développements que nous faisons dans l'axe du domicile aussi et dont on vous parlera au cours de cette présentation. Voilà, donc ravie de vous retrouver, de pouvoir animer ce temps avec vous ce soir. Voilà pour moi. Avant de démarrer, j'aurais voulu faire un petit sondage pour savoir un petit peu qui sont les personnes qui participent aujourd'hui à ce webinaire. C'est important pour moi de savoir qui vous êtes, pouvoir cibler un petit peu vos attentes et voir le public intéressé. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais lancer un petit sondage sur ce que vous faites dans la vie et le milieu professionnel dans lequel vous travaillez pour me permettre de répondre à cette question. Donc voilà, je viens de l'ouvrir normalement. Si tout va bien, là, c'est des instants pour moi particuliers puisque je ne sais pas si ça fonctionne. Vous avez un sondage face à vous. Ça marche. Ok, très bien. Je vous laisse quelques temps pour voter. Oh, c'est magique, je vois en direct. C'est beau. C'est beau. Donc, je vois que nous avons des psychologues, des ergothérapeutes ce soir, des auxiliaires de vie, une ou un psychomotricien, des aides-soignants, une directrice ou un directeur. Très bien. Et des gens qui viennent d'accueil de jour, de services à domicile pour beaucoup, de SIAD, de plateformes de répit. Nous avons des bénévoles aussi, des membres d'ESA, d'HAD aussi, et des proches, quelques proches. Ok. Et une personne, enfin Sylvie a mis une info, elle est ASG à domicile D'accord, ok. sur le chat. Très bien. Je
pense que je vais pouvoir mettre fin au vote. Est-ce que tout le monde a pu voter? Et nous avons aussi une étudiante en dernière année de psychologie. D'accord. Et une gérontopraticienne. Très bien. Je vais mettre fin au vote. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette précision déjà et ces premiers échanges qui me permettent de savoir un petit peu plus, qui se trouve de l'autre côté de l'écran, même si je ne vous vois pas. Et des formateurs Montessori, oui, en nombre. Et des formateurs Montessori, oui, tout à fait. Merci à vous. Donc pour continuer, on va partir de la base, on va partir de la source, et donc il est important de démarrer, cette approche et cette vision Montessori en parlant des personnes qui en sont à l'origine, hein, parce que nous n'avons rien inventé. Et donc moi je vais vous parler un petit peu de Maria Montessori. Alors beaucoup d'entre vous la connaissent, d'autres la découvrent peut-être. Maria Montessori est une femme, avec un vécu, assez particulier, on peut dire ça comme ça, qui donc a été une des premières femmes médecins italiennes, dans un pays où, devenir médecin en étant, femme, l'Italie, pardon Pasquale, hein, mais on sait, qu'il y a potentiellement un peu de machisme par là-bas, sans vouloir faire de préjugés, mais surtout à une époque où une femme médecin n'existait pas, n'était pas chose coutume. Et donc Maria Montessori a déjà voulu bousculer des conventions en devenant une des premières femmes médecins italiennes. Et dans son parcours de vie, en commençant à travailler, a voulu encore aller un petit peu plus loin, puisqu'elle a voulu travailler en psychiatrie, domaine où on ne voyait certainement pas une femme aller exercer cette profession-là, parce que la psychiatrie avait une représentation de crainte, avec beaucoup de stress autour de cet accompagnement-là. On peut dire qu'à l'époque, on était aussi dans cette idée de nihilisme thérapeutique, de se dire que comme il n'y a pas vraiment de médicaments, de choses qui soignent, face à ces personnes avec des troubles psychiatriques, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et donc Maria Montessori est arrivée dans ce milieu-là et a commencé à travailler avec un public qui était le public de l'enfance, avec ses enfants dits débiles, c'est comme ça qu'on disait, et avec une idée, bien particulière déjà, c'est de partir d'une observation, de vouloir observer ces enfants et voir, dans leur milieu, dans leur environnement, la manière qu'ils avaient d'évoluer. Et elle a voulu mettre le doigt sur le fait qu'on prêtait beaucoup de problématiques, d'ordre médical de base avec ces enfants et on s'axait pas du tout sur cette partie de pédagogie, en partant du principe qu'en fait, ils étaient simplement inéducables du fait de leurs problèmes. Et ça, c'était quelque chose qui a profondément, questionné Maria Montessori et qui a commencé à vouloir, changer de regard sur ce public-là. Et donc là, on va pouvoir faire, un parallèle, hein, avec cet accompagnement de la personne âgée dont on va parler, mais ce changement de regard et cette envie de voir un potentiel et des capacités chez l'autre. Maria Montessori l'a eu très fort, avec ce public d'enfants à l'époque, tellement fort qu'elle a poussé le bouchon encore plus loin, qui a été de vouloir amener ses enfants passer des diplômes là où ce n'était pas du tout un public vers lequel on proposait ce genre d'options et qui s'est retrouvée avec des réussites qui ont commencé à questionner beaucoup de professionnels et à vouloir valider justement scientifiquement qu'elle mettait en avant que ces enfants avaient des capacités, avaient un potentiel dès lors que leur environnement était adapté. Et donc l'environnement, c'est l'environnement social, c'est l'environnement physique. Et c'est au travers de tout ça que Maria Montessori a développé une posture humaine bien particulière, à adapter un environnement, à créer un matériel bien particulier et a mis en place une pédagogie comme ça, qu'on appelle aujourd'hui donc la pédagogie Montessori. Peut-être que vous avez entendu parler déjà de cette pédagogie parmi les pédagogies alternatives dont on entend parler aujourd'hui. Mais avec une ligne de fond, c'est une vision avec des valeurs humaines bien particulières. En dehors d'un matériel, on est face à une femme qui a une vraie posture et une vraie envie de faire bouger les choses. Les valeurs clés de Maria Montessori étaient le respect, la dignité, l'égalité, et on a pu y rajouter la confiance, puisque c'était vraiment ces valeurs-là qu'elle avait envie de croire dans le potentiel humain. Et c'est au travers de ces valeurs-là qu'elle a mis en lumière
des choses merveilleuses avec ses enfants avec lesquels elle a travaillé, durant toute sa vie. Pourtant, elle est passée, par une histoire pas simple, hein. À cette époque, la 1re guerre, Seconde Guerre mondiale, c'est des choses, qu'il a fallu traverser avec des dictateurs au pouvoir. Une femme humaniste avec des idées qui bousculent les choses, je vous laisse imaginer, comme ça n'a pas dû être facile pour elle face à cet historique, qu'elle a pu avoir et pourtant, elle s'est battue toute sa vie pour faire bouger les choses. Elle avait envie d'amener un vrai changement, un vrai projet pédagogique qui change auprès des enfants, avec cette idée, de changer des paradigmes et de vouloir bousculer beaucoup de choses. Maria Montessori a été quand même nominée 3 fois au prix Nobel de la paix, puisque pour elle, elle était convaincue que, cette paix qu'on pouvait, imaginer, dans le monde adulte d'aujourd'hui passait par l'éducation de nos enfants et c'est vrai que c'est le point de départ de tout. Et c'est vrai qu'elle a bousculé beaucoup de choses avec cette vision, avec ce changement de regard, par le biais de cette pédagogie active. Alors on reparlera de cette notion d'action, d'acteur, qui, mettait, au cœur l'enfant vraiment de ses apprentissages et on verra comment nous, dans le parallèle, l'idée est de mettre au cœur les personnes âgées qu'on accompagne, dans notre pratique au quotidien. Donc voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais je ne vais pas trop m'étendre et puis beaucoup d'entre vous la connaissent, mais je vous invite vraiment en tout cas à vous documenter si vous êtes passionné par des gens avec des destins extraordinaires, parce que je trouve que c'est une femme qui a quand même eu un destin vraiment extraordinaire et qui nous amène aujourd'hui le pourquoi de cette présentation et tout ce qu'on développe à côté. Donc voilà pour Maria et je vais passer la main, à Véro pour parler de Cameron. Alors, en faisant le parallèle, je vais vous présenter le professeur Cameron Camp avec qui nous avons la chance de collaborer et ce partenariat depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Cameron est un neuropsychologue américain qui, rapidement à la sortie de ses études, s'est intéressé au vieillissement problématique des populations. Et au travers d'expériences, il a côtoyé cette approche, en visitant une école et il a monté donc un programme, une approche globale qui, regroupe, la philosophie et les principes, de l'approche de Maria Montessori. Il y a inclus, compte tenu du changement de siècle et de tous les développements qui avaient été faits autour des neurosciences, des principes de réhabilitation et des modèles psychologiques. La vision de Cameron a été aussi de simplifier une approche pour qu'elle soit accessible à tout le monde, qu'elle puisse être appliquée et applicable pour tous. Sa vision est de centrer, l'accompagnement la complexité des difficultés cognitives comme un handicap et non comme une maladie. Cette vision de handicap, elle va permettre de contourner les difficultés, qui sont rencontrées par les personnes et surtout d'avoir une approche qui est centrée sur la personne. Heu, on va dire que, Montessori se trouve dans le courant des approches centrées sur la personne et c'est vraiment fondamental d'avoir cette vision vraiment autour du handicap et non de la maladie. Hem, le pont aussi avec, Montessori, il y a un mot qu'on retrouve beaucoup dans la pédagogie Montessori qui s'appelle la normalisation. Permettre et créer des conditions qui vont, donner, des occasions à la personne d'exprimer son plein potentiel, de retrouver la personne normale cachée derrière les déficits et ça, c'est vraiment la vision de Cameron. Cameron est un chercheur, donc il y a un certain nombre de publications que Cameron a leadées. Jérôme en prend la suite et vraiment cette vision centrée sur la personne amène une réflexion commune, d'aller vraiment chercher les capacités des personnes. Cameron a bien évidemment travaillé autour des professionnels, l'accompagnement des professionnels, mais il a aussi une vision, d'accompagner la systémie de la personne et donc les proches. Et pour faire le pont et pour, après laisser la main à Shirley, on va vous passer une petite vidéo, alors qui se trouve sur notre site aussi internet, mais on en a pris juste un petit extrait, qu'il a appelé «Une visite différente» et qui permet de voir en fin de compte, comment on peut proposer, à chacun, qu'on soit professionnel ou qu'on soit proche,
un accompagnement et des propositions un petit peu différentes autour des activités. Je vous lance cette vidéo. Alors, il est évident que là, dans la vidéo de Cameron, il a une posture de présentation envers les proches. Euh, Malgré tout, vous le savez aussi bien que moi, en travaillant à domicile, on se retrouve parfois à être au cœur de maisons dans lesquelles on va être les seules visites de la journée, les seuls membres, les seules personnes que nos bénéficiaires vont rencontrer. Et donc, ce temps de visite, il s'entend aussi dans ces moments-là qui sont des moments particuliers et parfois très, 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 très attendus. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir déjà là vous permettre d'écouter Cameron présenter ses grands axes et amener cette dimension d'une visite différente au travers de tout ça. Donc, je vous laisse déjà regarder cette vidéo et on se retrouve après. I'm Cameron Kemp, Director of the Center for Applied Research in Dementia. This presentation is about how to have a meaningful visit with someone if they have difficulty remembering the past or if verbal communication is limited. Lorsqu'une personne avec des troubles de la mémoire vit à domicile, avec vous ou dans son propre appartement ou maison, un certain nombre de défis sont à relever. Il est parfois si difficile de ne pas penser à la personne qu'elle était, si difficile de ne pas se concentrer sur tout ce qui a été perdu. Que dites-vous à vos amis ou aux amis de votre proche qui vous rendent visite ? Quels conseils pouvez-vous donner aux parents ou proches qui débarquent en ne se rendant pas compte de ce que c'est que de vivre et d'interagir avec votre proche ? Comment pouvez-vous leur expliquer ou leur montrer ce qui se fait et ne se fait pas avec votre proche ? Prendre soin de quelqu'un va au-delà des seuls soins physiques. Même si votre parent est en maison de retraite, votre rôle d'aidant ne s'arrête pas vraiment. Il change seulement. Maintenant, vous prodiguez des soins en rendant visite à votre proche plutôt qu'en lui donnant ses médicaments. Meaningful, engaging visits are an important part of daily living for persons with memory impairment, wherever they live. Qu'ils ne se souviennent pas des détails de votre visite n'est pas vraiment important. Les sentiments positifs que procure une bonne visite peuvent persister bien après, pour eux comme pour vous. Vous avez alors tous les deux hâte de la prochaine visite. Parlons de la manière de rendre cela possible. When dealing with a person who has memory deficits because of dementia or other problems, there's something critical that we must keep in mind. They are still a person. Notre responsabilité est de nous connecter avec cette personne et de la faire ressortir en trouvant des moyens de contourner ses problèmes. Si la conversation n'est pas possible lors d'une visite, détournez votre attention de cette conversation. Essayez de faire quelque chose à la place, comme une activité par exemple. Les activités utilisent de nombreuses fonctions supérieures, au-delà de faciliter la manière d'avoir une visite. Elles nous permettent de redécouvrir la personne qui peut être cachée par les déficits. You may be wondering what activities to do during your visit. La première et la plus importante clé pour une visite réussie est de centrer votre réflexion sur les capacités et les intérêts restants. Que faisaient-ils dans la vie ? Quelles étaient leurs activités favorites ? Ont-ils voyagé ? Qui étaient leurs proches et amis ? Au lieu de se concentrer uniquement sur leurs difficultés, il est essentiel d'identifier leurs capacités restantes et de s'appuyer sur celles-ci. Est-ce qu'ils lisent encore ? Peuvent-ils encore parler ? Peuvent-ils encore marcher sans aide ? Peuvent-ils toujours tenir des objets ? Peuvent-ils montrer des choses ? Peuvent-ils répondre à des questions ? The second key to a successful visit is all in the approach. Activities, in general, could make a visit go more smoothly. La seule chose qui est importante est de permettre à votre proche de se sentir bien avec votre venue comme avec lui-même. The main thing to remember is that there is no right way or wrong way to do these activities. Si à la fin la personne est contente, c'est que l'activité comme la visite était bonne.
Voilà. Petite présentation générale où vous pouvez rencontrer Cameron pour les personnes qui ne le connaissent pas et qui commence déjà à nommer des axes, des principes de cette méthode, de cette vision Montessori dans l'accompagnement à domicile. Et donc du coup, je vais continuer en vous déroulant un petit peu ce qu'on entend par le biais de cette approche pour continuer la vie à domicile. Alors, vous l'aurez entendu, au milieu de tout ça, il y a un vrai challenge, c'est quand même de vraiment faire évoluer nos accompagnements et je dirais même qu'on se recentre sur le pour qui on travaille et pourquoi on travaille. On a un vrai challenge, on a un vrai défi à domicile, c'est de rentrer chez des gens pour les accompagner. Et l'idée de cette vision Montessori, c'est de centrer cet accompagnement sur la personne et c'est d'avoir une vision globale de tout ce qui s'y passe. Je vais vous proposer vraiment de penser peut-être à réinventer, pourquoi pas, les services à domicile de demain et à repenser notre manière d'accompagner à ce niveau-là, puisque on sait qu'aujourd'hui, les enjeux sont très grands et j'aime bien parler des services d'aide, d'accompagnement à domicile, quels qu'ils soient, comme une vigie d'accompagnement pour une personne qui va se développer, puisque une personne âgée continue à se développer, et de l'aider, de faciliter son quotidien pour qu'elle se développe dans les meilleures conditions possibles. Pour ça, on va voir que cette approche Montessori, elle a plusieurs objectifs développés de manière conjointe. Hein. Ces objectifs, ils se rejoignent à un moment ou à un autre. Et donc, on va les détailler tous ensemble. Et ces objectifs font appel à des besoins vraiment fondamentaux. Le premier besoin, ça va être de toujours se poser la question, de se dire dans nos accompagnements, comment on permet de redonner un sentiment de contrôle à la personne sur sa vie et comment on lui permet d'exprimer des choix et de les respecter autant que possible. Ça va être un premier axe fondamental, ce sentiment de contrôle, on verra en quoi. Le deuxième axe, ça va être de se dire, on veut avoir des personnes qui maintiennent leur autonomie le plus possible, mais on veut aussi leur permettre de faire des choses qui ont du sens pour elles. Donc, comment on va favoriser un engagement dans des activités signifiantes pour ces personnes-là? Puisqu'il est évident qu'on ne va pas faire de raccourcis, il ne s'agit pas de proposer une pédagogie à des personnes âgées. Ce qui fait sens pour un enfant de 4 ans n'est pas ce qui va faire sens pour une personne âgée de 84 ans. Donc, on va beaucoup se questionner sur la pertinence de pourquoi on fait les choses pour la personne et du sens que ça a pour elle, pour avoir cet engagement. Et puis notre troisième axe fondamental, ça sera de lui redonner une place simplement déjà au sein du foyer, puisque le foyer est déjà une cellule bien particulière dans laquelle chacun va avoir un rôle à tenir. Et puis on peut aller un peu plus loin, on peut parler d'une place au sein de la communauté aussi, en lien avec ses choix et ses valeurs, puisqu'on n'a pas tous envie de tenir le même rôle au sein d'une communauté. Donc ça sera fondamental. Donc voilà, on va développer ces trois axes-là conjointement, les uns en parallèle des autres, et c'est ce qui va amener cette méthode, cette approche globale, avec une vision élargie. Pour commencer à vous détailler ces premiers axes-là, alors je vais commencer par le donner du choix et du contrôle. Alors c'est un sacré challenge qu'on a là, notamment dans les services d'accompagnement où la plupart du temps, on est là parce que des familles nous interpellent. C'est-à-dire qu'on va nous appeler, on va nous demander d'aller chez un parent parce qu'on juge qu'ils ont besoin d'aide. La famille va juger qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'un accompagnement et on va faire appel à nous. Et c'est vrai que moi, je me rappelle dans mes années de service à domicile, en général, j'avais une liste, une tournée de personnes à aller accompagner. Et en général, j'avais le nom de cette nouvelle personne chez qui je devais aller avec une mission bien particulière. Quand j'arrive chez cette personne, moi, je suis convaincue de ma mission, de mon rôle d'infirmière qui va être là pour accompagner cette personne. Mais j'arrive comme une étrangère. J'arrive en tant qu'intrus dans son domicile face à quelque chose qu'elle n'a potentiellement pas choisi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas demandé d'avoir de l'aide au quotidien pour préparer son pilulier ou pour faire ses soins personnels. Et donc, j'arrive déjà avec un enjeu qui va être fondamental. Et là, c'est la question de notre posture dès le départ et de comment on donne du contrôle dans ces débuts d'accompagnement. Parce que pour nous, à domicile, quand même, l'enjeu, il n'est pas petit. Si ça ne se passe pas bien, c'est une porte qui ne va plus jamais se rouvrir. Et on a tous déjà accompagné des gens pour lesquels on a entendu ce discours. Ah oui, Madame X, c'est une dame, ça fait le 5e service à domicile qu'elle fait.
ça se passe jamais bien et donc c'est compliqué parce qu'on est intrusif dans ces domiciles, dans ces maisons, dans ces intimités et donc redonner un sentiment de contrôle et travailler déjà sur, cette notion de donner du choix et du contrôle, ça va être vraiment fondamental dans notre posture de départ. Il va falloir qu'on soit bien conscient que, tout au long d'une journée, un être humain fait des choix. C'est ce qui nous permet aussi de sentir qu'on est en vie et qu'on a du contrôle. Comment est-ce qu'on se sentirait, nous, si demain, on voyait quelqu'un rentrer chez nous et décider que, c'est l'heure de la douche, c'est l'heure de s'habiller, c'est l'heure de prendre le petit déjeuner, alors qu'on était tranquille, peinard dans notre lit et qu'on n'avait rien demandé à personne? Je pense que, on a cette phrase de dire: «Quand on m'impose, je m'oppose». Je pense que beaucoup d'entre vous s'opposeraient à cette vision-là qui pourrait arriver du jour au lendemain. Donc c'est vraiment une notion importante parce que l'opposition, c'est aussi un comportement qu'on retrouve beaucoup, qu'on a tendance à mettre d'ailleurs souvent sous l'égide de c'est parce qu'il est dément qu'il est opposant. Mais si on se posait simplement la question de qu'est-ce qui génère cette opposition chez cette personne qu'on a en face de nous? Est-ce que nous, dans la même situation, à se retrouver avec quelqu'un qui rentre dans notre intimité, qui décide de tout pour nous, on n'aurait pas cette idée aussi d'être dans de l'opposition et de ne pas se laisser faire. Et donc c'est un vrai enjeu dans le début d'accompagnement de travailler à cette notion de contrôle, de donner du choix, d'arriver peut-être pour des petites tâches, des petites choses validées avec la personne qu'elle va accepter, qui va lui permettre de se sentir respectée en tant qu'individu propre et digne, de se dire ok, on me considère en tant qu'être humain, et qui va amener de la confiance, puisque rentrer dans ces domiciles, ce n'est ni plus ni moins que de créer une relation de confiance pour pouvoir ouvrir des portes. Et cette notion de choix et de sentiment de contrôle, elle va être fondamentale pour tout le monde. Donc on le voit dans cette vision Montessori, ça reste toujours quelque chose qu'on a en tête de se dire comment on permet à la personne vraiment de garder le contrôle le plus possible, parce qu'en fait, il n'y a personne de mieux placé qu'elle pour savoir ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas dans la vie. Et j'ai voulu reprendre cette citation de Maria Montessori puisque je la trouve très forte en lien avec cette idée de choix. Il faut bien que nous nous persuadions que nous devons n'occuper qu'une place secondaire. Il faut que nous nous efforcions de comprendre cet être avec le désir de nous faire son auxiliaire. Et c'est déjà là l'enjeu principal de notre posture quand on est aide à domicile. Qu'est-ce que ça veut dire quand on met cette idée d'aide à domicile? Donc voilà, on est sur cette notion de donner du choix et du contrôle en premier axe qui va être vraiment primordial. Par la suite, on va aller un peu plus loin avec cette idée de donner des activités et de favoriser l'engagement des personnes dans les activités qu'on propose. Et là, ça touche vraiment au type de service d'ailleurs qu'on propose dans l'accompagnement à domicile. Qu'est-ce qu'on entend quand on pense activité? Bien souvent, on est appelé pour des besoins physiologiques. C'est-à-dire qu'on a une famille qui va faire appel à nous pour nous dire, «Il faut que vous, donniez à manger à mon parent, que vous l'aidiez à préparer son repas parce qu'il est plus en capacité. Il faut que vous, l'aidiez à faire ses soins personnels parce qu'il est plus en capacité» et on reste quand même très axé sur cette idée, de l'hygiène et du repas qui restent en général les soins primordiaux que nous prodiguons à domicile. Mais on a envie de voir cette idée d'activité sous un sens beaucoup plus large et de se dire qu'en dehors des besoins physiologiques, ces personnes qu'on accompagne, elles ont un vrai besoin psychosocial aussi. Et qui ne s'est pas déjà retrouvé dans cette situation où elle va au domicile de quelqu'un, sur sa fiche de mission, il est écrit qu'elle a tant de temps pour faire des soins personnels, et donc l'idée c'est que je vais ressortir, cette dame va être propre, sauf que cette dame ce jour-là, son besoin c'est pas d'être propre. Son besoin, c'est de vous parler, c'est de communiquer avec vous, c'est d'exprimer peut-être une angoisse, des questionnements, c'est de sentir qu'elle est considérée et donc quand vous venez, c'est d'avoir besoin, de se sentir actrice et donc en fait, rien ne va se passer comme vous l'aviez imaginé. Bah oui, parce qu'en fait, un être humain dans sa globalité, ça englobe aussi ses besoins psychosociaux qui vont parfois prendre le dessus, qui vont être primordiaux. Heu, on peut aller un peu plus loin. C'est une personne qui va vous dire qu'elle sert plus à rien, qu'elle est inutile, qu'elle attend juste de mourir et je pense que ce discours, on l'entend tous. Donc la question, ça sera de se dire aussi cette personne, qu'est-ce qui lui donne envie de vivre aujourd'hui? Et ça touche beaucoup à une estime de soi, un sentiment de se réaliser et d'être utile au quotidien. Et voyez, vous allez avoir peut-être des gens qui vont être dans ce phénomène de syndrome de glissement, qui vont refuser de manger
et pour lesquels on va penser tout de suite à des aides au repas parce qu'ils ne sont plus en capacité, ils ne veulent plus manger, donc comment on va leur donner à manger, sans même réfléchir en amont à qu'est-ce qui les motiverait à manger pour continuer à vivre en fait. Peut-être que ça serait de se réaliser un moment dans la journée, de sentir: «Ah bah ouais, je sers encore à quelque chose. Ah bah oui, la vie vaut la peine d'être vécue, alors je vais peut-être me mettre un coup de pied aux fesses et je vais peut-être remanger». Donc ça, c'est vraiment fondamental, c'est cette dimension de l'activité et de ce qu'elle amène derrière, avec cette idée vraiment de l'activité qui va avoir aussi une vraie, qualité de vie derrière tout ça, qui va maintenir au niveau cognitif, puisque avoir des activités, c'est maintenir au niveau cognitif et qui va donc favoriser cette vie à domicile le plus longtemps possible quand c'est le choix de la personne, dans tous les cas. Donc ça va être un axe fondamental et j'aime reprendre cette citation de Maria. Il dit: «Aider ceux qui sont à la recherche d'activités et qui ne peuvent en trouver», puisqu'évidemment que si vous êtes là, c'est pour une raison particulière et peut-être que cette idée de trouver des activités à faire avec eux et de les revaloriser par rapport à cette idée d'activité, c'est un de nos rôles primordiaux. Donc voilà, ça c'est notre deuxième axe. Ensuite, nous avons ce troisième axe qui va être de redonner une place au sein du foyer, au sein de la communauté. C'est difficile déjà de vieillir de nos jours, je trouve. On a un vrai challenge au quotidien. Moi, je le vois en discutant avec des personnes, hein, dans cette idée déjà de partir à la retraite, où beaucoup le vivent comme un peu des mises à l'écart de la société. Vous savez, on a coutume de dire on passe d'un statut actif à inactif. Alors, ça veut dire quoi être inactif quand on est à la retraite? Je pense que c'est un peu galvaudé aujourd'hui, mais on l'entend. Et puis, on est une personne âgée, alors on se pose souvent la question de alors, dès lors que je travaille plus, je ne sers plus à rien. Mais pourtant, j'ai encore un rôle, une place à tenir, rien qu'au sein de ma famille, de mon foyer. Et puis, j'ai envie peut-être d'avoir un rôle, une place à tenir au sein de la communauté parce que j'existe, j'ai un vécu, j'ai un passé et j'ai envie qu'on me considère en tant que personne avec ce vécu et ce passé. Et donc, ça va être fondamental de se questionner par rapport à ça, sur ces personnes qu'on accompagne, quelle est leur place au milieu de tout ça? Et est-ce qu'elles sentent justement que eh ben, on va les considérer, on va écouter ce qu'elles ont à dire parce que ça, c'est vraiment fondamental. Donc, c'est quelque chose de très fort aussi, qu'on va essayer de travailler par le biais de cette approche, de dire qu'elle est actrice. Elle est actrice, majoritaire dans cet accompagnement et donc il va falloir, nous, vraiment lui laisser une place au maximum et lui permettre peut-être aussi de regagner cette petite place au sein de son foyer. Parce que bien souvent, elle va être confrontée à un proche qui, va être en difficulté, qui va avoir, une maladie, des troubles, et qui va vouloir, prendre le pas, le dessus. Alors avec plein de bienveillance, parce que c'est toujours dans l'idée de prendre soin de l'autre, mais qui va grignoter aussi peu à peu son rôle à cette personne et qui va être, passif de son quotidien. Donc, pouvoir aussi amener cette vision, cette dimension que la personne peut être encore actrice, c'est lui permettre au sein de ce couple ou de cette vie de famille de réavoir des activités, de montrer qu'elle est encore là et qu'elle peut encore être utile, malgré les difficultés cognitives, puisqu'il y a plein de choses à faire autour de tout ça. Et là, j'ai repris la citation de Maria qui dit: «C'est bien dans la relation de personne à personne que peut se développer le potentiel humain». Et donc, c'est vraiment comment leur permettre à nouveau de créer ces relations qui soient positives pour elles et qui les valorisent. Voilà. Véro, je crois que tu avais une petite anecdote, enfin, tu voulais parler un petit peu aussi de ce rôle au sein du foyer de la communauté? Oui, il y a un axe qui est fondamental et ça, quand on va, lire les livres et les écrits de Maria Montessori, Shirley tout à l'heure insistait beaucoup sur la posture et Maria Montessori avait aussi une vision où, heu, cet accompagnement et cette posture ne doivent pas simplement rester, alors dans le cas de la pédagogie et des enfants, au sein de l'école. Il est très clair que si vous, proposez à un enfant, d'être dans un environnement où, l'environnement est adapté, la posture du guide, parce que c'est pas un enseignant, y est adaptée et lui permettent un certain nombre d'interactions libres avec son environnement. Imaginez-vous si quand l'enfant rentre, chez lui le soir ou sur les week-ends et qu'il a un accompagnement qui est complètement dissonant par rapport à ce qu'il vit dans la journée. Donc Maria Montessori avait toujours une vision d'inclure les parents
dans cette proposition parce que c'est vraiment une globalité de vie. C'est pas simplement, une technique ou des activités qu'on fait sur la journée et puis quand on rentre, on trouve autre chose et j'ai eu moi des exemples dans des écoles où, c'était parfois complexe pour les guides et qui disaient le plus difficile pour eux, c'est quand des enfants rentrent sur des périodes de vacances ou sur les week-ends et qu'en fin de compte, d'un seul coup, on fait tout à leur place à la maison. Bah, il y avait vraiment une dissonance dans leur accompagnement. Ils devaient, en fin de compte, à chaque fois, repartir, sur des bases pour que ça puisse se transmettre. Je vous partage cette information parce que je pense aussi que l'accompagnement des professionnels du domicile, il est sur cette proposition. Vous passez un temps, certain avec, en accompagnement sur la journée, mais globalement, c'est des temps définis et donc heu, vous pourrez proposer, des accompagnements et des outils et des spécificités à cette personne, mais l'idée va être comment vous allez pouvoir transmettre à la famille et aux proches, cette vision pour que ça soit suivi d'effets, sur des temps beaucoup plus longs et que ça vienne vraiment une habitude. Donc je pense que, cet axe-là est à intégrer. Vous êtes, c'est vous les professionnels, vous avez cette expérience et vous avez cette vision de pouvoir la transmettre à des familles, va leur permettre en fin de compte de trouver solution. D'accord. C'est un vrai enjeu, hein, de l'accompagnement à domicile, hein. C'est cette idée de temporalité, alors qu'on n'aura pas sur un EHPAD où on a une équipe en continu qui se relaie, donc on a une certaine continuité de soins, avec ces enjeux qui lui sont propres. Mais c'est vrai qu'à domicile, il y a toujours cette idée de: «Je vais intervenir un temps donné et après je vais partir et qu'est-ce qui va se passer?» Et donc c'est vrai que quand on a la chance, la possibilité d'avoir, des proches autour de nous, on a cette responsabilité de pouvoir partager nos savoir-faire, de pouvoir montrer aussi, pourquoi on met en place cette approche, pourquoi, on va proposer, à la personne de nous aider pour pouvoir la rendre actrice dans une activité et valoriser qu'elle a des capacités. Il va falloir évidemment qu'on communique là-dessus, qu'on le partage, pour que les proches puissent prendre des petites choses et essaye de les mettre en place. Alors évidemment, ça aura toujours des limites parce qu'on rentre dans un quotidien et on ne peut pas chambouler tout un quotidien et un fonctionnement. Mais malgré tout, ces proches sont aussi en demande d'outils et bien souvent, alors on va en avoir qui sont en grand questionnement et qui attendent de nous qu'on leur donne vraiment des pistes de choses à mettre en place au quotidien. Et je pense qu'il faut qu'on utilise ça comme une ressource parce que c'est une vraie ressource qu'on peut avoir à des moments, de se dire: «OK, là je vais mettre ça en place et je vais partir. Je vais montrer comment ça se passe, comment moi je le fais, comment je le mets en route» et puis peut-être que de ce fait-là, le proche va oser lui aussi, essayer de le mettre en place. Voilà. On ne peut faire que des propositions, on ne peut rien imposer, mais notre rôle est quand même de diffuser cette info et de communiquer sur ça le plus possible. Donc se redonner une place au sein du foyer est vraiment fondamental. Voilà un peu pour, nos 3 axes de l'approche, redonner du contrôle, favoriser de l'engagement et redonner une place au sein du foyer et tout ça ne serait pas possible sans une idée, une chose bien concrète et bien factuelle qui est cette idée de l'activité. Alors on aime beaucoup parler de l'activité parce que pour moi, elle correspond un peu à notre médicament, on va dire notre médicament magique. Là, comme vous le voyez, j'ai mis une petite pilule avec un smiley. On l'aime bien cette pilule-là parce que on a coutume de se dire que ce changement d'accompagnement et de regard, il nous amène à voir les choses différemment. Cameron aime bien amener cette idée que, au lieu de parler de maladie, pour laquelle en général, quand on parle de maladie, on pense médicaments. Moi, je suis le malade, je vais chez le docteur. Si ce docteur me prescrit rien, quand je ressors, je dis: «Ah, il est nul ce médecin, il m'a rien prescrit, vraiment, il est à chier, je vais changer». Parce qu'on est très binaire quand même sur ce fonctionnement-là. Ce qui renvoie aussi beaucoup une idée face aux troubles cognitifs d'impuissance, de se dire: «Ah mais comme il y a pas de médicaments, il y a rien à faire» et donc ça amène déjà une représentation compliquée. Cameron amène cette question et ce positionnement de se dire: «Et si on voyait ça plutôt comme un handicap?» L'idée du handicap, ce qui est intéressant dans cette idée du handicap, c'est qu'il valorise vraiment l'accompagnement qu'on va mettre autour. Une personne handicapée, qui a les 2 jambes amputées, on ne va pas attendre de lui donner un médicament pour que ses 2 jambes repoussent. Ou alors je pense qu'on va attendre longtemps et que, bah, il va pas se passer grand-chose.
De la même manière qu'on ne va pas l'amener devant un escalier et qu'on va lui dire « Allez, le premier arrivé en haut, on y va. Hein. Et puis, je vais stimuler un peu votre capacité physique. Là, ça va vous faire du bien. » Non, en soi, moi, en tant que professionnelle, je vais adapter ma posture. Et donc, du coup, dans cette idée de handicap, mon accompagnement prend sens et va être vraiment valorisé dans l'idée que si je vois cette personne avec un handicap, mon idée, ça va être de favoriser le quotidien autour d'elle, d'adapter l'environnement pour qu'elle puisse vivre le mieux possible avec ce handicap. Et c'est à ça que nous renvoie l'idée de l'activité. C'est que cette activité va être une manière de contourner justement le handicap et de mettre en avant encore beaucoup de choses positives chez cette personne et de valoriser justement encore un accompagnement qui a du sens, qui est pertinent et qui, en plus de ce fait, a des effets bénéfiques, puisque ce que Cameron met en avant, c'est que cette notion d'activité, elle va avoir tout un tas d'impacts qui améliorent la qualité de vie. Ça va nous permettre de diminuer les comportements réactionnels, alors qu'on a tendance à appeler troubles du comportement. Ça va amener à des gens qui vont avoir une qualité de sommeil meilleure. Ça va amener à une dégradation cognitive qui va évidemment se ralentir, puisque l'activité va stimuler au niveau cognitif. Et ça va amener à un maintien d'autonomie, voire même une amélioration. On va peut-être le dire, on peut améliorer une autonomie par le biais de cette activité, avec tous les enjeux que ça représente, mais d'être vraiment dans cette idée de l'activité est notre fil conducteur. C'est au travers de cette activité qu'on va penser l'accompagnement. Et donc, dans l'activité, il y a l'idée de rendre la personne actrice. Toutes les photos que vous voyez là sont des photos de personnes qu'on rend acteurs. Alors, ça ne veut pas dire être acteur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même moi, hein, j'aime bien être en off à des moments et ne pas être actrice tout le temps. J'aime végéter sur mon canapé telle une larve en regardant la télé. Oui, bah oui. Mais à côté de ça, j'aime aussi avoir des activités nombreuses et variées et des activités qui ont du sens pour moi. Donc, ça ne va pas se limiter juste à être propre et à bien manger. J'ose imaginer que vos activités au cours d'une journée, elles ne se limitent pas à ça et que quand vous serez âgé, ça ne se limitera pas qu'à ça non plus. Donc, l'idée vraiment de cette idée d'activité est d'élargir ce champ de l'activité sur plein de sens, sur plein de choses différentes. C'est vraiment fondamental. Ça pose vraiment d'ailleurs la question de, dans nos services à domicile, qu'est-ce qui motive nos missions et nos interventions d'ailleurs? Ça pose vraiment la question. Donc voilà par rapport à ça. Véro, tu voulais rebondir là-dessus ou pas? Moi, j'aime beaucoup le monsieur qui joue au billard. Ah ouais. L'idée aussi, c'est que activité à l'intérieur, bien évidemment, et des tas d'activités liées à nos jardins, à nos environnements intérieurs. Mais je pense qu'aussi, il y a un axe d'accompagnement qui peut permettre à des personnes de garder le lien à la communauté extérieure. Le lien avec, que ce soit d'activités associatives, mais pour qu'en fin de compte, il y ait vraiment ce tissu qui n'enferme pas une personne simplement. Je sais que moi, dans les messages qu'on envoie, quand j'entends maintien à domicile, j'ai l'impression de me retrouver contraint. L'idée, je trouve, est aussi de pouvoir proposer, alors, pas quand vous êtes dans les interactions à la maison et dans vos zones de travail, mais de pouvoir projeter des proches dans cette vision de l'extérieur, dans les visions de continuer un axe de vie. Et je partage un tout petit exemple, et toujours en parlant de ce billard. J'ai mes parents qui ont passé 80 ans, qui sont sur les associations, et j'ai des parents qui sont bridgers. Et donc, ils ont un groupe où ils font du bridge. Et je sais que ma maman, il y a un certain temps, m'avait dit, avant que Corona soit passé et que tout soit fermé, mais ils avaient une dame qui avait 85 ans, qui a toujours joué au bridge, qui était très incluse dans cette société. Et cette maman me dit, tu sais, on a une dame, ça y est, elle lâche prise complètement, elle est incapable de se rappeler des levées, elle serait incapable de se rappeler des cartes qui ont été jouées, etc. On va la sortir de l'activité. Et je lui ai dit, mais peut-être il y aurait un moyen différent de lui proposer, en fin de compte, de rester au cœur de cette association qui fait sens pour elle, et peut-être de lui trouver un rôle différent. Donc, comme ce sont des gens qui faisaient des compétitions et autres, l'idée a été de dire, et en fonction de tout ce qu'a dit Shirley, de ses capacités et surtout de cette volonté de continuer à vivre en lien avec les autres, ben, cette femme, après, elle a organisé l'axe de la salle, elle a
eu un certain nombre de rôles qui lui ont permis de garder sa place, de contourner ses difficultés, d'avoir de temps en temps des parties où globalement l'important n'était pas de gagner ou de perdre, mais de jouer et d'avoir cette manipulation de cartes. Donc quand je vois ces messieurs, si on a des gens qui ont eu des activités associatives ou extérieures, comment en fin de compte vous pouvez peut-être accompagner la réflexion des familles à conserver ce lien pour que la vie ait un sens? C'est vrai que c'est amener une réflexion qui, ne va pas forcément nous amener à être, dans la proposition, d'activités de ce genre-là ou de sorties extérieures parce qu'on n'a pas toujours la capacité de pouvoir proposer ça en fonction des missions qui nous sont données. Mais d'amener cette idée de réflexion que, la vie s'arrête pas qu'au domicile et que ces personnes-là, elles ont pas envie peut-être d'être cantonnées, enfermées dans un domicile. Je sais que souvent on amène cette dimension de prison au sein de l'EHPAD. Pour avoir travaillé au domicile, j'ai vu des maisons et des appartements qui pouvaient être aussi de vraies prisons, avec des choses assez terribles parfois qui s'y passent, parce qu'on a envie de protéger, son proche évidemment, ou alors parce qu'on est démuni et qu'on ne sait pas comment faire. Et donc c'est vrai que l'idée de se dire le domicile, c'est quelque chose, c'est un environnement particulier sur lequel nous, on peut agir déjà dans nos interventions, mais d'élargir cette possibilité à l'extérieur et ce qui se passe au domicile, si on arrive à mettre en avant des capacités et des ressources, c'est aussi possible de les mettre en avant à l'extérieur. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Après, au-delà de ça, sans arriver jusqu'à organiser un billard, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut organiser un billard avec tous vos bénéficiaires. Déjà, ils ont tous un billard chez eux, vous avez bien de la chance. Mais c'est déjà de se poser vraiment la question du sens de l'intervention pour la personne. J'aime bien reprendre souvent cette notion de ménage. Où on va venir, on va rentrer chez quelqu'un par cette idée de l'aider à faire son ménage. Alors on trouve que c'est toujours la clé un petit peu facile pour qu'elle accepte, parce qu'on a dans cette idée qu'en fait, c'est quand même bien sympa d'avoir quelqu'un qui fait son ménage chez soi. Mais je suis quand même pas convaincue que tout le monde accepterait d'avoir une personne étrangère qui vienne faire du ménage chez elle, qui vienne toucher à ses affaires, qui vienne changer ses bibelots de place, qui vienne faire le ménage avec une lingette alors que vous en utilisez 3 différentes, qui vient laver le sol avec la même eau pour toutes les pièces alors que vous, à chaque pièce, vous changez l'eau, parce qu'en fait, on a aussi des habitudes, on a des fonctionnements. Et donc, même une simple intervention autour d'un entretien de l'environnement peut être une manière aussi de se questionner sur qu'est-ce qui fait sens pour la personne. Est-ce que c'est pas intrusif? Est-ce qu'elle veut pas encore être active là-dedans? Parce que peut-être que c'est ce qui motive sa journée, de se dire qu'elle va ranger sa maison et que ça va être propre et que ça va lui faire du bien. Et ça va peut-être commencer par ça. Ou peut-être que c'est d'encore avoir des activités variées à l'extérieur, de rencontrer du monde et d'être dans l'échange. En fait, il n'y a pas de réponse à ça. Il y a juste des personnes et c'est comment on va apporter par le biais de cette activité qui a du sens un regard différent. Pour illustrer ça, je vais vous partager une petite vidéo que j'aime beaucoup, puisque je trouve qu'elle amène beaucoup cette idée de mettre en avant et de valoriser la personne au travers de l'activité et qui permet ce changement de regard. Je vous présente la petite séquence vidéo d'une mère et sa fille qui sont en train de réaliser une activité qui a été pensée par rapport au centre d'intérêt de la dame en question. Et je voudrais vous présenter cette activité puisque si on se base sur ce qu'on a comme info en général, je pourrais vous dire que la dame présente sur la vidéo en question est une dame qui a des troubles cognitifs importants, qui a eu un AVC, qui a eu une hémiplégie. Et donc, vous amenez toute une liste comme ça de déficits au travers duquel, déjà sur un début d'accompagnement ou de prise en charge, je mets bien les guillemets, là, on aurait tendance à se dire, oula, c'est une dame qui va être compliquée à accompagner. Et puis là, proposer des activités pour ce type de personnes, ça paraît quand même difficile. Je vais vous présenter cette petite séquence et cette mise en place d'activités entre cette mère et sa fille pour vous montrer justement ce qui peut se passer quand on adapte l'activité, quand on voit les capacités et qu'on voit la personne différemment. Donc, je vous présente cette petite séquence et on se retrouve après. This. See what happens? Now look at that. How are we doing? Is that what you wanted? You're there. That's good. Okay, now look. That's green. Got a good grip?
Say when. That's black. Kind of a dark charcoal gray. Makes a nice divider between all the bright colors. We're gonna go bright. If only you had orange too. Kind of looks like a teardrop ornament, doesn't it? On a coutume de poser une question après cette vidéo. Où sont les troubles cognitifs de cette dame? On en revient vraiment à ce que Véro nommait tout à l'heure dans l'idée de normalisation. Aller revoir la personne cachée derrière les déficits. Peut-être que vous n'auriez pas vu que cette dame, elle avait des troubles cognitifs et qu'elle avait eu un AVC, une hémiplégie, si je ne vous en avais pas parlé, puisqu'à ce moment-là, ce n'est pas ce qu'on voit dans cette séquence. On voit une dame en activité, actrice, dans un moment de partage avec sa fille, et qui va être là dans une valorisation. J'aime bien ce petit regard à la fin, ce petit sourire qu'elle a sur le visage, et donc du coup, de montrer qu'il y a de l'estime de soi sur ce temps d'activité qui n'est pas énorme, qui ne va pas durer 3 heures, mais qui déjà fera énormément de bien à cette personne. Voilà. En lien avec cette idée de l'activité, dans notre posture Montessori, il y a plusieurs axes à prendre en compte. Proposer de l'activité, ok, c'est très bien. Adapter de l'activité, c'est très bien, mais comment faire pour que ça fonctionne et comment se poser les questions fondamentales qui vont permettre à notre accompagnement d'être le plus positif possible. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va développer. Pour moi, c'est 3 piliers. Le premier pilier, ça va être toujours de partir de la personne, de son histoire, ses centres d'intérêt et ses habitudes. Évidemment, on s'adresse à des personnes avant tout. Cameron le disait dans la vidéo tout à l'heure. Ça reste toujours des personnes. Le deuxième axe, ça sera s'appuyer sur les capacités préservées et donc ne pas aller voir ce vase à moitié vide, mais aller voir ce vase à moitié plein. Je parle de vase parce qu'on parle de personnes âgées, je pourrais parler d'une jarre, enfin je pourrais trouver quelque chose de plus grand. Mais vraiment de s'appuyer sur ce qui marche au lieu de s'appuyer sur ce qui ne marche pas et qui nous épuise en fait. Au bout d'un moment, on s'épuise à être dans cette dimension-là et donc autant se faire du bien et aller voir ce qui fonctionne. Et puis le troisième axe, c'est notre posture et être des facilitateurs qui vont accompagner la personne avec cette idée de Maria Montessori qui est le « aide-moi à faire seul ». Et donc dans l'idée de l'activité, c'est tout l'enjeu de la posture dont je vous parlais tout à l'heure, ce « aide-moi à faire seul ». Donc en partant de là, dans nos premiers piliers, il y a cette idée de partir de cette personne. Partir de cette personne puisque, avant toute chose, on ne parle pas d'une maladie et on ne parle pas de symptômes. On parle de quelqu'un qui a une histoire, qui a un vécu, qui a des habitudes, qui a des centres d'intérêt, qui a un caractère. Et donc, c'est dans cette globalité qu'on va aller accompagner cette personne. Et donc, venir avec juste une idée d'un soin particulier ou d'une mission particulière, sans prendre en compte la personne, c'est nier cette histoire. On se retrouve souvent confronté d'ailleurs à des situations où on va être face à une personne qu'on va découvrir et où on va se rendre compte que c'était totalement différent de ce qu'on avait imaginé et projeté dans nos têtes. Donc là, ça va être vraiment important dans le qui est cette personne de toujours la rendre actrice dans ses débuts d'accompagnement pour nous donner des infos, toujours demander à la personne. C'est le point de départ. Il n'y a personne de mieux placé qu'elle pour savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Prendre les informations de la famille, évidemment, puisqu'en général, dans ces débuts d'accompagnement, quand on ne la connaît pas, c'est la famille qui va peut-être nous donner des infos. Et prendre en compte ces données tout en mettant en parallèle ce que la personne va valider de l'autre côté, puisque la famille, elle va vous donner les infos qu'elle a avec son regard, avec son vécu, son émotionnel. Et donc, moi, je ne pourrais pas vous dire comment se déroule la journée type de ma maman aujourd'hui à son domicile et ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Je pourrais vous donner des grandes lignes, je pourrais vous dire que je la connais bien, mais il y a quand même plein de choses sur lesquelles je ne saurais pas vous donner de détails. Donc, il faut toujours prendre ce que la famille nous donne comme info, c'est primordial, mais ne pas baser notre accompagnement uniquement là-dessus. Et donc, en formation, on va travailler beaucoup sur cette idée de partir de la personne et des outils qu'on peut mettre en place pour ça. Pour justement faire attention à être sur la bonne voie dans tous les cas. Je vous donne deux petits exemples. En l'occurrence, là, dans le qui est cette personne, ça fait très, très écho au projet d'accompagnement qu'on a aujourd'hui, qu'on est censé développer, qui sont encore malheureusement très peu développés au domicile, peut-être pas assez valorisés, et dans le temps de travail qu'il faut y accorder et dans l'importance que ça peut avoir derrière. Mais quand je vous dis vraiment d'aller chercher qui elle est,
Là, je vous montre un exemple de fiche d'identité ou de qui est la personne sur laquelle un établissement a travaillé avec cette vraie volonté de ne faire apparaître que des choses qui font écho à cette personne en dehors de tout ce qui est signes, maladies et déficits et qui nous permet en un coup d'œil, je pense que vous pouvez le voir, hein, de déjà en apprendre énormément et pouvoir rentrer en lien et en contact avec une personne qui a une histoire, qui a des habitudes. J'aime bien cette idée de la journée type et comment ça se passe dans ma journée type. Ben, ça va être vraiment fondamental. Des angoisses peut-être, les points de vigilance qu'on va avoir par rapport à ces angoisses, sa manière de gérer les émotions, puisque nous sommes tous des êtres humains différents et on ne gère pas nos émotions de la même manière. Ça va être vraiment fondamental, les activités qu'elle aime faire au quotidien et les projets qu'elle peut avoir, puisque oui, on peut être une personne âgée et avoir des projets au grand bonheur, sans forcément avoir envie de faire du parapente, ce qui peut être un projet super. Ça peut être aussi simplement aller prendre l'air et se promener dans un jardin ou juste simplement se préparer à manger. Enfin, on n'est pas obligé d'aller dans des projets complètement fous, même si on a l'habitude de voir des projets très fous qui se réalisent autour de nous. Mais en tout cas, on peut partir sur des choses très simples comme ça. Donc, vraiment, partir de qui est cette personne. Attention aux infos des familles qu'il ne faut pas négliger, évidemment, mais sur lesquelles il ne faut pas baser tout ce qu'on va mettre en place, puisque c'est là où on va se retrouver souvent en conflit entre ce qu'on va définir comme mission et ce que la personne va nous renvoyer comme besoin, les besoins qu'elle a vraiment et qu'elle a besoin d'exprimer. Et donc, ça va être vraiment un des piliers fondamentaux. Il y a un petit logo en bas, Minity. Je vous inviterai à vous renseigner si ça vous intéresse, mais c'est une plateforme, un logiciel de service à domicile avec lequel on a travaillé qui permet de se centrer vraiment sur des infos qui concernent les bénéficiaires et qui permet de réunir un ensemble de choses autour de qui elle est, son histoire, ses centres d'intérêt par le biais d'une application et qui permet donc aux intervenantes d'avoir un outil digital pratique aujourd'hui, puisqu'en travaillant à domicile, on fait appel aux outils digitaux. En général, on a des outils sur lesquels on a juste un planning, le contenu d'une mission et les coordonnées des bénéficiaires. Mais là, l'idée, c'est d'aller plus loin dans ces applications et de pouvoir mettre vraiment des informations fondamentales de la même manière que cette carte que vous voyez là réunie sous un format de feuilles de format papier, elles vont la voir au travers de cette application et de ce qu'elles vont aller chercher comme info chez la personne. Donc n'hésitez pas, c'est un projet auquel on s'est associé parce qu'on trouve qu'il fait sens et qu'on pense que pour les intervenants à domicile, ça pourrait être vraiment une plus-value dans l'accompagnement aujourd'hui. Donc ça, c'était sur qui est la personne. Deuxième axe fondamental, s'appuyer sur les capacités. Alors, au travers de la formation, on va beaucoup travailler sur cette idée de la capacité. On va inviter les professionnels à entraîner leur regard sur cette idée d'aller voir ce qui fonctionne. Donc là, vous voyez l'exemple de grille qu'on va délivrer aux professionnels en formation et sur lesquels on va s'appuyer. Et on va se rendre compte qu'en fait, avec des troubles cognitifs, légers, modérés ou sévères, il y a toujours des capacités. Et ça, c'est vraiment ce vase à moitié plein sur lequel on va inviter les personnes à s'appuyer parce que ça fait du bien de voir qu'il y a des choses qui marchent quand même et que ça fait du bien de s'appuyer dessus. Et donc, on va vraiment entraîner les professionnels à travailler sur cette idée de capacité par le biais de cette grille, qui est une grille qui a été élaborée par Cameron, donc qui a été réfléchie évidemment pour mettre en avant le maximum de capacités possibles et d'adapter de ce fait les activités qu'on va proposer pour avoir un maximum de chances que ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Ça va orienter notre regard de manière différente. Et de cette manière-là, on va en venir à créer des outils et à adapter un environnement par le biais de ces capacités, puisque on va être amené à utiliser les mémoires qui fonctionnent. Et donc là, par exemple, je vous ai donné 3 visuels d'aide externe. Alors, on aime beaucoup parler d'utiliser des aides externes par le biais de cette approche Montessori, qui va permettre à la personne de valoriser des capacités et de stocker à l'extérieur ce qu'elle a du mal à stocker à l'intérieur, ce qui est souvent notre enjeu dans les difficultés de mémoire des personnes qu'on accompagne. Et donc là, vous voyez 3 aides différentes. Alors, il y a une aide qui a été développée par un proche, par le biais d'une formation qu'on a fait dans un service à domicile de Vesoul, il me semble. Et donc, c'était un monsieur qui était en vraie difficulté par rapport à sa maman qui l'avait accueilli à son domicile
pour l'accompagner, éviter qu'elle soit seule. Sauf qu'il s'est retrouvé avec une maman désorientée, puisqu'elle n'était pas dans son environnement habituel, qui harcelait son fils de coups de fil 20, 30, 40 fois dans la journée. Et le fils n'en pouvait plus au point de dire aux équipes, en fait, c'était une très mauvaise idée de la prendre chez moi, je vais l'installer en EHPAD parce que j'en peux plus. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait avec cette dame, c'est d'aller observer ses capacités. Et cette dame avait une très bonne capacité de lecture. Et donc, en fait, on a proposé au fils de faire une aide externe que vous voyez, dans lequel il reprend en fait le pourquoi cette maman est à la maison de son fils, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut être amenée à faire dans la journée, dans cet environnement, et qu'elle se rassure puisque son fils, en fait, va rentrer, va revenir le soir pour passer un moment avec elle. Et donc, cette petite pancarte, elle a été positionnée à 2 endroits, sur la porte, puisqu'il arrivait à cette dame d'avoir un comportement en étant perdue, de sortir de l'appartement de son fils et d'être retrouvée désorientée dans la rue. Donc, sur la porte pour qu'elle le voie et qu'elle se dise « Ah ben non, je vais attendre puisque mon fils va revenir, donc je ne vais pas sortir ». Et à côté du téléphone, ce qui a permis, au lieu d'appeler 10 fois, 30 fois son fils dans la journée, d'avoir une info qu'elle cherchait en fait dans la réassurance de coups de fil qu'elle passait à son fils et donc de diminuer ce nombre d'appels. Donc ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, vous l'avez plus sur la dimension soin, puisque je suis une soignante. Face à cette personne qui vous dit toujours que ce n'est pas aujourd'hui la douche, qu'elle l'a prise hier, qu'elle n'a pas besoin d'une douche. Et là, on en revient toujours à cette notion de contrôle du professionnel qui va décider que si c'est maintenant et de la personne qui vous dit que non, c'est pas maintenant. Et quand on est face à cette problématique d'avoir défini un jour de douche où la personne était volontaire et que le jour J arrive et qu'elle ne s'en rappelle plus, là, c'est pareil, on va mettre en place peut-être une idée de calendrier avec le jour de douche qui va être décidé avec la personne et où en fait notre démarche, notre posture à nous, ça va être de l'inviter à regarder ce calendrier chaque jour pour constater, aujourd'hui nous sommes mardi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et que la personne constate par elle-même, ok, donc c'est ça ou c'est ça, et quand on est jeudi, qu'elle nous dise d'elle-même, et ça c'est un peu un petit miracle, quand on est dans de l'opposition et que le jour où on utilise cet outil, on a une personne qui est face à nous qui nous dit « Ah, bah, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jour de douche », on en tombe un peu des nues et on se dit « Eh ben voilà, bah ok, on y va », parce que là, c'est elle qui a le contrôle et c'est elle qui décide. Et nous, on lui amène cette possibilité-là en mettant en avant des capacités. Et la troisième aide externe que vous voyez, c'est une aide externe qui a été mise en place sur de l'aide au quotidien pour permettre à une dame de refaire du café en autonomie. Et notamment parce que cette dame, régulièrement, au milieu de la journée, elle avait une visite de son fils qui travaillait pas loin de chez elle et qui venait lui rendre visite. Et elle était très triste, cette dame, parce que quand son fils venait, en fait, bien souvent, il était dans le reproche, ils n'étaient pas dans l'échange. Et elle était là, elle attendait, elle le regardait, mais il ne se passait pas grand-chose. Et l'équipe est partie d'une idée, c'est de se dire, quand on a quelqu'un qui arrive à la maison, une des premières choses qu'on aime faire, c'est lui proposer de boire un coup. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Et c'est de s'installer autour d'un verre, d'un café et de discuter. Et donc l'idée, ça a été de travailler sur l'autonomie de cette dame et lui permettre de préparer du café toute seule pour que quand son fils arrive, elle puisse lui proposer un petit café qu'elle aura préparé en autonomie parce qu'elle a la capacité dès lors qu'on crée des aides externes qui fonctionnent à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'au travers de ces capacités-là, on peut observer plein de choses qui se passent et qui vont être vraiment gratifiantes pour nous et valorisantes pour la personne. Voilà pour les capacités. Et enfin, notre dernier axe qui va être vraiment fondamental, ça va être cette idée de la posture et d'être un facilitateur. Alors, facile à dire, mais pas facile à faire. J'aime bien cette phrase qui dit « Ne l'aidez jamais à accomplir une tâche qu'il sent qu'il peut accomplir seul », d'autant plus quand on est dans les métiers d'aide à domicile. Et aide à domicile, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller au domicile pour aider quelqu'un à faire. Et là, c'est le plus grand changement, en fait. C'est le changement de l'humain, c'est le changement de nos habitudes et de nos fonctionnements, et de se rendre compte qu'en fait, aider la personne, c'est pas faire à sa place. Alors que l'être humain, quand il veut aider, bah, c'est le réflexe. Laissez, je vais faire pour vous. Et ça va être de dire, bah non, en fait, mon but, c'est de me rendre inutile. C'est d'être là pour l'accompagner le plus possible. Et ça, c'est un vrai enjeu et c'est vraiment complexe. Et en lien avec ça, j'aime bien juste la petite photo que vous avez avec la dame qui se met du vernis. J'aime bien raconter cette anecdote parce que c'est une dame qui voulait faire sa manucure elle-même et qui avait des petits troubles visuels. Et donc, évidemment, quand elle faisait sa manucure, bah, vous vous doutez bien que ça débordait et qu'elle en mettait partout autour de l'ongle. Et donc, il y a eu un vrai travail de se dire, mais on ne peut pas la laisser comme ça.
Et la question était de se dire pourquoi on ne peut pas la laisser comme ça? Parce que ça pose un problème, mais ça pose un problème pour qui? Est-ce que cette dame, quand elle voit son vernis et sa manucure, elle est contente d'elle? Oui, ou peut-être non, parce que ça déborde, mais dans tous les cas, on peut la laisser faire et puis lui proposer peut-être de juste faire les retouches autour, mais dans tous les cas, de la laisser, elle, être actrice de ce vernis qu'elle va se mettre sur les mains, même si elle ne le met pas forcément très bien, c'est elle qui l'a fait. Et je reprends cette phrase que j'aime beaucoup, cette idée de dire, ça sera peut-être pas parfait, mais ce sera fait par la personne. Et ça, c'est désapprendre cette notion de perfection de la chose bien faite comme nous on l'entend, qui n'est pas forcément la chose bien faite pour la personne en face, et de toujours se poser la question de se dire, ok, là si je la laisse faire, c'est quoi le risque en fait, après tout? Et donc c'est vraiment cette idée de facilitateur et de posture que Maria Montessori a beaucoup questionné d'ailleurs avec l'adulte et l'enfant, de se dire est-ce que l'adulte est celui qui décide, qui sait tout, qui prend les décisions et qui lead, ou est-ce qu'il laisse cette place à l'enfant d'être acteur lui-même de ses actions, de ses décisions et de tout ce qui va autour. Donc voilà. Avec cette notion de facilitateur, on a cette idée aussi d'adaptation du matériel. Et donc, j'aime bien aussi présenter, par exemple, ce matériel qu'on utilise beaucoup en approche Montessori, qui est l'activité de catégorisation. Et que là, vous pouvez la voir mise en place dans la photo sur une activité pensée autour du repas. Mais le repas, c'est plein de choses. C'est un ensemble d'étapes. Et là, en l'occurrence, on avait un monsieur qui n'était pas forcément en capacité de sortir de chez lui pour faire ses courses. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de faire sa liste de courses et de décider de ce qu'il veut sur cette liste de courses. Et donc, vous voyez, là, il y a un outil de catégorisation, le j'ai, je n'ai plus, qui a été mis en place pour que cette personne, au travers de fiches de produits qu'il a l'habitude d'utiliser, en fait, va faire le point avec l'auxiliaire de vie de ce qu'il a, de ce qu'il n'a plus, et donc permettre d'être acteur de ce moment de course et de décider des produits qu'il veut. Peut-être qu'il a encore du dentifrice, mais peut-être qu'il va vous mettre je n'ai plus parce qu'il veut en racheter 3, parce que c'est quelqu'un qui a connu la guerre et qu'il veut avoir du stock et que lui, avoir juste un dentifrice dans son armoire, ça le stresse et ça l'angoisse. Et vous allez vous dire, mais vous n'avez pas besoin de dentifrice, vous en avez déjà plein. Mais oui, mais non, il a peut-être envie d'avoir les dents très propres et le dentifrice, c'est fondamental. Donc, ça va vraiment de se poser des questions à ce niveau-là et de se dire qu'est-ce qui fait sens pour la personne et de pouvoir lui amener cette possibilité. Et c'est aussi ça, être facilitateur. C'est aussi se défaire des regards et des idées bien préconçues qu'on a et de s'adapter toujours aux besoins de la personne qu'on a en face de nous. Donc ça va être vraiment fondamental avec cette idée de se dire, c'est peut-être vraiment ça l'enjeu en fait, c'est que souvent on fait ce métier, ces métiers d'aide à la personne pour se rendre utile. Et on a souvent l'habitude de se dire, moi je fais un métier qui est utile. C'est vrai, on fait un métier qui est utile. Et en fait, tout l'enjeu dans la vision de l'accompagnement Montessori, c'est de se rendre inutile. Donc là, je suis en train de vous dire, rendez-vous utile en étant inutile. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Tout notre travail, il va être autour de l'environnement, du matériel, de la posture, c'est fondamental, mais notre rôle va bouger, il va glisser, et ça, c'est un vrai travail de posture qui est particulier. Voilà. Ça va pour toi, Véro? T'as encore, vas-y tranquille, il te reste encore, tu as le temps des derniers slides et puis après on passera aux questions. Et donc, si les uns et les autres, vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser pour que on puisse après, que Charlotte puisse y répondre. Je ne me rends pas vraiment compte sur la gestion du temps, c'est horrible. J'aurais envie de dire plein de choses. En même temps, je sais qu'on est limité. Donc, j'ai peut-être un débit de parole un peu accéléré. Pardonnez-moi. Mais c'est vrai que cette histoire de l'horloge qui tourne est toujours un peu stressante. Mais bon, c'est comme ça. Voilà par rapport à nos différents axes. Et donc, autour de tout ça, merci Sylvie. Autour de tout ça, cette vision, ces axes développés autour de l'idée d'activité, ils ont une colonne vertébrale. J'aime bien cette idée d'une vraie colonne vertébrale où chaque vertèbre va être vraiment essentielle. C'est nos 12 principes Montessori. Alors, je n'aurai pas forcément le temps de tous vous les détailler, mais je voulais vous les montrer, que vous puissiez les voir. Certains d'entre vous les connaissent. Je sais que certains ont eu tendance à les mettre dans leur toilette pour les lire pendant qu'ils y étaient, pour que ça rentre, parce que c'est facile de les lire, mais on a vite fait de les oublier.
L'idée vraiment, c'est de vous dire, cette approche, elle passe par 12 principes et c'est vraiment une colonne vertébrale qui va nous permettre de fonctionner et d'avancer dans cette vision. Parmi ces 12 principes, alors il y en a plusieurs. Le premier et le deuxième, c'est les 2 axes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le premier, l'activité qui doit avoir un but, un sens pour capter l'intérêt de la personne. On en revient à qui est cette personne fondamentalement et toujours à cette question qui doit être la première à se poser. On ne rencontre pas une maladie, on ne rencontre pas un soin, on ne rencontre pas une mission, on rencontre une personne avant tout. Si vous vous posez toujours cette question et si vous travaillez sur ce point-là de départ en équipe, parce que c'est un travail d'équipe, évidemment, on va croiser nos regards à plusieurs professionnels, on pourrait accompagner la même personne et voir plein de choses différentes, c'est évident, puisqu'on ne va pas être amené à observer les mêmes choses en fonction des temps qu'on va passer avec elle, mais comment on va travailler en équipe à mettre en avant cette dimension-là, c'est fondamental. Et puis notre deuxième pilier, c'est se concentrer sur les capacités préservées, c'est notre deuxième principe. Parce qu'à partir du moment où vous savez qui elle est et où vous savez ce qu'elle a comme capacité, la porte est ouverte, à vous d'adapter. Mais il faut partir de ces 2 piliers-là, il faut se questionner sur ces 2 piliers-là. Et pas partir de tout ce qui ne va pas, où là déjà on arrive avec une idée en tête, mais partir de tout ce qui fonctionne, où on va arriver avec plein d'envie. Et puis le reste des principes, ils vont être beaucoup plus en fait axés sur la posture et les outils que vous allez utiliser vous en tant que professionnel. Alors ces 12 principes, on les amène en formation, hein, de même que la grille des capacités. On vous amène à réfléchir, à travailler sur ces principes. On part d'exemples concrets que vous vivez évidemment dans le quotidien et on vous propose d'y réfléchir. Alors bien souvent, il y a des choses que vous faites déjà et donc ça fait du bien, ça réconforte. Il y a des choses que vous faites déjà et où vous vous dites « Ah, je le fais déjà, mais ça pourrait mériter de le faire différemment, de l'amener différemment et de l'adapter. » Et puis, il y a des choses que vous ne faites peut-être pas encore et où là, ça va vous donner des idées de choses à créer. Voilà. Mais partir toujours de l'existant est le plus facile et c'est vraiment un conseil que je vous donnerais. Et de partir de petites choses, parce que Cameron a coutume de le dire, c'est des petites choses qui vont donner de grandes choses. Donc voilà un peu sur ces 12 principes-là que je tenais quand même à partager avec vous. Et pour clôturer cette présentation, puisque l'idée c'est quand même de se laisser un petit temps d'échange, je voulais qu'on puisse vous présenter une petite séquence vidéo et on a le temps, Véro, du coup. C'est mon maître du temps. Il est 54, donc il y a 6-7 minutes Ouais. en fonction des questions qui vont apparaître. Je pense qu'il faut peut-être passer aux questions. Ah, il y a beaucoup de questions. Je te laisse me dire. C'est toi mon modérateur. Pour l'instant, je n'ai pas trop de questions qui sont arrivées. Je ne sais pas si vous souhaitez... Je vois des messages qui arrivent. Top, Ellie. On veut bien la vidéo. Ah, ben voilà, il y a des gens qui veulent la vidéo, donc on va présenter la vidéo et puis on gardera un petit peu de temps. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez cette disponibilité de pouvoir rester quelques minutes de plus après et surtout, n'hésitez pas à nous mettre vos questions. Donc, on va à la vidéo. Visiblement, il y a une demande croissante. On va à la vidéo. Alors, juste par rapport au contexte de la vidéo que Véronique va vous expliquer, l'enjeu est double. L'enjeu va être de commencer par des choses très simples au cœur du domicile, dans nos relations avec la personne et ses proches, quand il y a des proches. Mais l'enjeu va être aussi de se dire comment cet accompagnement à domicile, il peut voir les choses de manière plus grande. Le champ des possibles. Cette vision Montessori et cette idée de voir la personne et de voir ses capacités, elle nous amène un champ des possibles dès lors qu'on a confiance en leurs capacités. Et vraiment, je vais vous inviter à avoir confiance en eux. C'est eux qui vont nous guider. De la même manière que Maria disait que les enfants nous guident, les personnes âgées qu'on accompagne nous guident au quotidien. Et donc, vraiment l'idée de pouvoir partir sur des choses qui vont aller beaucoup plus loin. Et on va sortir de cette idée uniquement du domicile en partant d'un accompagnement qui a commencé par là et qui a fini ailleurs. Mais je te laisse, Véro, expliquer un petit peu le contexte. Donc, la vidéo que vous allez voir, c'est Cameron qui l'a filmé et ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure de lier les personnes à l'extérieur. L'histoire de ce monsieur est un monsieur qui vit à domicile
et qui globalement commençait à dépérir parce que plus de sens à ce qu'il avait à faire. Et donc Cameron a proposé, alors je vous la fais relativement courte pour qu'on puisse aussi avoir le temps des questions, mais Cameron a proposé à ce monsieur de venir au sein d'une structure et avec un accueil de jour pour proposer des temps de partage. Et ce monsieur a vraiment, pendant, je crois, à peu près 18 mois, on lui permettait par un véhicule de se rendre sur ce lieu, et vous allez voir le temps d'accompagnement qu'il proposait, et surtout, cette vidéo est traduite. Donc vraiment, regardez avec intention ce qui se partage à ce moment-là et qui n'est pas simplement faire pour faire, mais le sens que ça y met, et puis on la commentera juste après. Here you see a group leader who is trained by the staff of the Cleveland chapter of the Alzheimer's Association. These chapter staff, in turn, had undergone a pilot train-the-trainer program developed by the Myers Research Institute. This leader with early-stage dementia continued leading this group for an 18-month period. Who has the orange card? I do. You're lucky. Well, let's Read help it, them. please. Help them. Do you? Would you prefer me to help you? Yeah. Okay, I didn't want to. No. Did you know that people who have friends tend to have better physical and mental health? This is what we're trying, people helping each other. We're trying, we're helping each other. Well, I'm here to try to help what I can. Well, that's what we are helping, all of us, and put it all together. And you know with what? all It our helps me. thoughts. too. Yeah. It helps me. We all have. Ce monsieur, son métier, c'était d'être comptable. Et ce qu'il a partagé avec les personnes qui l'accompagnaient, ça a été que la mission qu'il avait de venir accompagner sur ces temps de lecture d'autres personnes un peu plus fragilisées que lui permettait d'avoir un sens qu'il n'avait jamais eu à sa vie. Et ce que vous avez vu à un moment entre ces deux messieurs, si tu veux juste remettre le visuel de ce monsieur, c'est que le monsieur que vous voyez là avec des lunettes et le pull blanc, c'est un monsieur qui n'a pas appris à lire. Et donc, cette personne qui venait d'une manière régulière partager ses temps de lecture a appris à ce monsieur à lire. Donc, il y a une dimension de communauté qui est absolument énorme, et là, il y a un sens à la vie. Donc, en dehors de vos visions et de vos missions de métier, d'avoir cette vision beaucoup plus large, de pouvoir peut-être des moments proposer aux proches ou aux organisations avec lesquelles vous collaborez, de pouvoir proposer un sens différent. Je suis toujours très émue de voir cette vidéo parce qu'elle est... Elle a redémarré. Voilà, je trouvais ça important de conclure sur cette notion de lien social. Souvent à domicile, on se retrouve avec des gens qui sont très isolés socialement et pas forcément par choix. Comme je le disais, on va être parfois leur seule visite, le seul moment de lien qu'ils vont avoir avec d'autres. Je trouve ça important de pouvoir se dire que ce lien, on peut l'ouvrir dès lors qu'on imagine que le champ des possibles peut s'agrandir. Et donc, pour moi, c'est vraiment fondamental de se dire que notre accompagnement à domicile, il va plus loin, il va voir plus large, il va voir plus grand. Et donc, on peut imaginer que ce genre d'accompagnement, pourquoi pas, est possible. Et souvent, je trouve que ça fait écho aussi au sens dans les accueils de jour. Pourquoi les gens vont dans des accueils de jour? Quel est le sens? Est-ce qu'ils ont vraiment un rôle, une utilité à aller dans cet accueil de jour, ou est-ce qu'ils y vont juste pour y aller? Ils ont souvent cette notion de garderie qui est un peu violente, mais qui est des mots que j'ai déjà entendus dans la bouche de ces personnes-là, et donc je trouve ça intéressant de l'amener. Voilà. On va se laisser le temps des questions, je pense, juste pour clôturer, pour aller plus loin. Et notamment parce que j'ai vu une question au sujet des formations. Est-ce qu'on forme des responsables de secteur? Est-ce qu'on forme des auxiliaires de vie, je suppose, dans AAAD? Oui, alors oui, on les forme. Alors, on fait des formations
en intra dans les structures de services à domicile ou SIAD ou SPASAD, parfois il y a des regroupements parce qu'on sait que ce n'est pas évident de dégager des professionnels pour la formation. C'est aussi pour ça que cette formation à domicile, elle dure d'ailleurs 2 jours versus le format d'EHPAD qui dure 3 jours. J'ai fait le choix de le raccourcir pour que ce soit plus accessible. Mais oui, évidemment, on forme. Et puis, en dehors de ces formations en intra où on va chez le client, parce que c'est le client qui nous appelle. On fait aussi des formations en inter, c'est ce que vous voyez là, où ces formations sont ouvertes à tout professionnel intéressé, avec un nombre de participants limité, où pendant 2 jours, on vous accompagne à cette démarche. Et donc là, je vous ai mis les dates des prochains inter en question. Shirley, il y a une question qui est posée par Sylvie. Une personne que j'accompagne est souvent agacée par ma proposition de lui faire choisir ses vêtements. Je limite à 3 vêtements le choix dans chaque catégorie. Je finis souvent par lui dire « Je vais choisir pour vous, cela vous convient » et cela lui semble lui convenir. Une suggestion pour mieux l'accompagner. Alors déjà, c'est une suggestion. Déjà, moi, ça me va très bien. Après, sur l'agacement, je suppose que votre question est de dire est-ce que j'ai la bonne posture, est-ce que j'ai la bonne démarche face à cette personne peut-être que vous sentez agacée. Alors après, c'est toujours cette idée de redonner du contrôle à une personne et de voir là ce qui l'agace. Est-ce qu'à votre avis, c'est parce que ça la met en difficulté? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a vraiment pas la volonté de choisir des vêtements parce que ça n'a pas de sens pour elle et ça ne l'intéresse pas? Je pense que dans le qui est la personne, déjà, il y a peut-être des pistes à aller chercher au dehors de cet agacement. Est-ce que vous lui avez déjà demandé pourquoi est-ce que ça vous agace quand je vous propose de choisir vos vêtements? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Alors, vous limitez à 3 vêtements. Alors, parfois, il va falloir simplifier peut-être encore plus les infos. Je ne sais pas si cette personne a des difficultés importantes, mais elle peut être aussi agacée parce que 3, ça peut être trop et donc on peut se limiter à 2. Ça peut être un test à faire. Et après, il arrive aussi qu'on va avoir des gens à qui on va vouloir redonner du contrôle. Et donc, vous avez des gens, alors ceux qui sont opposants, pour nous, on est vraiment face à des gens qui ont une ressource de vie. L'opposition, c'est souvent vu comme quelque chose de compliqué à gérer pour nous, alors que pourtant, c'est quelqu'un qui vous dit « Hey, oh, je suis encore là, j'existe encore et je veux prendre des décisions ». Ces personnes-là, quand on va vouloir leur redonner du contrôle, ils vont s'en emparer. En face, vous avez des personnes qui ont baissé les bras, qui sont convaincues qu'on décidera mieux de tout pour eux et qui potentiellement, on leur a mis d'ailleurs dans la tête qu'un professionnel allait venir parce que lui, il savait, il avait les capacités, les connaissances. Et donc, vous en avez qui vont se laisser un peu aller et baisser les bras dans cette idée-là. Et là, le challenge, en effet, il est un peu plus grand de vouloir redonner du contrôle à ces personnes-là. Vous pouvez être aussi face à des gens qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir du contrôle dans leur vie. Moi, je me rappelle d'une dame que j'ai accompagnée et dans son fonctionnement de vie, et je l'ai compris après, elle était en couple avec un mari qui décidait de tout pour elle. Donc là, son mari étant décédé, moi j'arrive et je lui donne du contrôle. Évidemment que cette dame, elle me regarde un peu avec des grands yeux en se disant « Oh là là, est-ce que c'est un piège? Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas ?» On sentait vraiment que ce n'était pas une habitude qu'elle avait. Et donc de ce fait, c'est OK en fait, c'est en lien avec qui elle est. Et donc mon idée, c'est de pouvoir amener du choix et du contrôle en amenant une suggestion. Vous le faites, c'est-à-dire je vous conseillerais celui-là, est-ce que ça vous convient? Et de toujours quand même valider au final et que c'est la personne qui ait ce mot final de choisir et de décider. Et si ça lui convient, malgré que vous lui ayez fait la suggestion, malgré tout, elle a quand même le contrôle. Et on a coutume de rajouter parfois avec ces personnes-là une petite phrase supplémentaire qui peut valider encore plus ça et peut-être remettre la personne en confiance, parce que peut-être qu'elle a plus confiance en elle aussi et que c'est pour ça qu'elle se sent en difficulté. Ça va être de lui dire au moment où vous lui faites cette suggestion et que ça lui convient, de lui dire c'est un excellent choix. Et c'est un excellent choix parce que c'est le vôtre, en fait, même si ça vient d'une suggestion. Et le petit bonheur, c'est qu'un jour, d'une suggestion, peut-être la personne va choisir l'autre option. Et ça nous fait le plus grand bien de se dire que ça y est, elle s'empare du contrôle de sa vie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je rajoute, il y a Anaïs qui avait posé une question qui dit « Comment arrivez-vous à mettre en place des aides externes ou autres outils d'accompagnement ?» Alors, on arrive à mettre en place cette aide externe avec différentes étapes. La première étape qui va être fondamentale, ça va être déjà de cibler l'aide externe en fonction des besoins de la personne. Donc déjà, l'idée, c'est de la rendre toujours actrice dans la réalisation de cette aide externe, d'aller chercher l'information qui lui convient et de le faire au maximum avec elle.
que parfois, d'une situation problématique, on va identifier, nous, des choses et on va peut-être tomber à côté de la plaque. Et donc, nos aides externes ne vont pas fonctionner parce qu'on va les créer, nous, dans notre coin, en fonction de ce qu'on imagine ou de ce qu'on a analysé, sans forcément aller la consulter. Donc déjà, la première chose, ça va être de la rendre actrice dans la réalisation de cette aide externe, de valider avec elle le besoin et l'information qu'elle recherche. Première chose. Une fois que vous avez validé cette information-là, la deuxième chose, ça va être d'aller utiliser ses capacités préservées pour créer l'aide externe qui fonctionne. Est-ce que ça va passer par la lecture? Est-ce que ça va passer par un aménagement différent, un matériel différent? Voilà, on va vraiment travailler sur cette idée d'utiliser ces capacités qu'on va identifier au travers de la grille. Et à partir de ces capacités, on va créer l'aide externe avec la personne pour mettre un maximum de chances de notre côté que ça fonctionne. Et une fois que vous avez créé cette aide externe avec elle en ciblant ses capacités, l'idée, ça va être après de lui apprendre à s'en servir, puisque le but de l'aide externe, c'est qu'elle trouve l'info sans avoir besoin de vous. Mais pour ça, vous allez avoir besoin de l'aider à faire seule. Et donc là, ça va être tout le challenge de dire, au lieu de répondre à une question, au lieu de lui apporter la solution, je vais l'amener à trouver la solution par elle-même, à trouver l'aide externe, à trouver l'outil, à lui faire lire, à la rendre actrice en lien avec cette aide externe, à utiliser sa mémoire du corps qui fonctionne encore bien, qu'on aura sollicité en fonction de ses capacités. Et à partir de là, votre aide externe va commencer à être enregistrée dans la pratique et va commencer à pouvoir répondre aux problématiques de la personne. Mais on va vraiment détailler ces 3 étapes-là en 3 temps. Mais une chose fondamentale, les aides externes, créez-les avec les personnes puisque c'est pour elles que ça va servir. Et attention à ce que nous, on imagine et à ce qu'elles, faites-leur confiance et à ce qu'elles vont vous amener dans leurs réflexions, dans leurs remarques et dans leurs besoins. Voilà. On prend une dernière question pour pas tenir les gens trop longtemps, mais d'abord, je lis le commentaire de Véronique qui est très pertinent et qui dit « Je souhaite travailler à partir du binôme aidant et proche accompagné avec des temps en duo et des temps en solo. » Et le message est de dire « Ce webinaire me conforte dans cette perspective. » Oui, Véronique, vous avez totalement raison. Et Shirley, je te laisserai peut-être dire un tout petit mot sur côte à côte. Tu stockes ça en tête et je donne la question que Meggy pose. J'ai une dame qui est en capacité de faire sa toilette seule, mais le problème, c'est que mes collègues ne font pas dans mon sens et du coup, elle prend l'habitude qu'on fasse à sa place et elle trouve ça normal à force. Elle me dit qu'au final, c'est mon travail. Je lui explique que non, je suis là pour l'accompagner, mais du coup, ça la perd. Ouais. Ouais, c'est tout le challenge de la continuité d'accompagnement. À ça, pour moi, il y a 2 axes. Dans la dimension de ce que vous avez mis, vous, en place avec cette dame dans le « Aide-moi à faire seul », si je comprends bien, et les capacités que vous avez observées chez cette dame, la première chose, c'est comment est-ce que ces éléments sont mis en valeur au travers de vos outils d'utilisation, de communication avec vos collègues. Comment est-ce qu'on peut valoriser une posture de travail et partager ça avec des collègues, alors sans amener cette idée de moi je fais mieux, parce qu'il y a toujours cette idée de ah oui, alors toi tu fais comme ça, mais moi je fais comme ça et ça marche bien aussi. Alors là, on ne va pas être dans l'idée de celui qui fait mieux ou de celui qui fait moins bien, mais dans ce maintien de l'autonomie, je pense que vos collègues, ils ont envie que cette dame, elle maintienne son autonomie, mais ils ont peut-être cette vieille croyance qui est de dire si je fais à la place, j'irai plus vite. C'est quand même souvent à l'origine du pourquoi on fait pour les autres. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant d'amener factuellement, vous, le temps que vous mettez en laissant faire cette dame et les étapes qu'elle fait par elle-même et les capacités qu'elle a en avant, et de travailler sur le projet d'accompagnement autour de cette idée-là, sur ce temps imparti-là, et de voir avec vos collègues ce qu'eux mettent en place et de comprendre pourquoi eux le mettent en place de cette manière-là. Donc, il y a évidemment un travail autour de ça et de la communication et de votre management aussi, d'amener l'idée dans vos missions et votre manière de travailler chez cette dame-là et dans vos interventions à domicile, qu'est-ce qu'on met en avant auprès des personnes, et donc de l'idée de se dire qu'il faut se mettre d'accord sur une posture pour être cohérent. Et là, évidemment, que ça passe par de la communication. Puis le deuxième axe, c'est cette dame-là qui va vous dire que c'est votre travail parce qu'elle entend peut-être cette phrase d'autres et qui va se laisser un peu, on va dire, mener.
Je pense qu'il est important, vous, dans votre posture, d'amener l'idée, alors pas d'être dans mais si vous pouvez le faire, alors faites-le. Parce que bien souvent, quand on sait qu'ils ont des capacités, on va amener cette idée de dire mais si vous pouvez le faire. Et on est quand même déjà un peu dans de la sursollicitation et de l'imposition. On est en train de dire si, si. On va toujours repenser les choses sur redonner du contrôle. Et on a une petite phrase avec l'approche Montessori qu'on utilise souvent, qui va être de dire à cette personne et de lui demander son aide. Et lui dire à un moment, bah, est-ce que vous voulez bien m'aider à bah, peut-être tenir le gant de toilette pendant que moi je vous rince le dos? Est-ce que vous voulez bien m'aider à nettoyer vos cuisses pendant que moi je rince un autre gant par exemple? Ou essuyer vos cuisses pendant que moi je rince le gant? Et en fait, l'idée peut-être, ça va être d'amener une posture où vous allez pas être dans l'idée de vouloir à tout prix la solliciter et où elle va être peut-être en refus de ça parce qu'elle comprend pas, mais de la valoriser sur l'aide qu'elle peut vous apporter dans ces moments-là et de créer plus un lien d'échange, autour de ce soin où elle va se sentir valorisée et de toujours finir en la remerciant beaucoup, la remerciant chaleureusement de cette aide qu'elle vous a apportée et l'idée peut-être d'ouvrir une discussion sur ce sentiment d'utilité qu'elle pourra avoir sur ces moments-là. Je pense que c'est important. Je pense qu'il faut que vous arriviez à mettre du sens dans ce que vous faites avec cette dame-là, en travaillant avec elle et pas vis-à-vis de vos collègues, mais vraiment en travaillant sur elle, ce qu'elle met comme sens dans le fait de faire des choses par elle-même et de vous aider. Donc vraiment, j'aurais tendance à vous dire, partez beaucoup sur cette sollicitation, de lui demander de l'aide. Vous verrez que bien souvent, la réponse, c'est votre travail. Elle vient quand même un peu moins souvent dans ce contexte-là parce qu'ils se demandent s'ils peuvent vraiment nous aider et être utiles. Et donc, par des petites choses, des petits moments particuliers, trouver le moyen de la solliciter. Je me rappellerai toujours d'une dame, moi, lui permettre de se relever de son lit et de marcher un peu parce qu'on savait pertinemment qu'elle avait une capacité de marche, mais qu'elle voulait qu'on lui donne à manger dans son lit et qu'on lui fasse ses soins personnels dans son lit, etc. Alors on ruse au bout d'un moment, mais j'étais passée par cette astuce de dire est-ce que vous voudriez bien m'aider et vous asseoir sur votre fauteuil pendant que je fais votre lit? Parce que ça sera beaucoup plus facile pour moi du coup, et puis j'éviterai de vous bouger dans tous les sens et ça sera moins douloureux. Et pour le coup, bah, cette dame, elle acceptait évidemment de m'aider et de se mettre sur le fauteuil pendant que moi j'allais faire son lit parce qu'elle savait qu'après elle serait bien et confortable. Et mine de rien, petit à petit, ça a été passer du lit au fauteuil. Et puis après, ça a été de passer du fauteuil de la chambre au fauteuil de la cuisine. Et en fait, on a réussi comme ça en valorisant et en lui redonnant confiance aussi en elle, à lui permettre de se sentir bien dans une action où elle a eu le contrôle de le faire avec des petites étapes. Donc ça peut être aussi une astuce que je vous donne. Voilà. Eh bien, nous arrivons à la fin, bien que là, tu es parti pour des heures, donc si vous voulez rester, on peut. Je vais te laisser la main. Moi, je voulais simplement remercier vraiment profondément toutes les personnes qui étaient présentes. Merci de votre attention. Shirley, c'était top. Et je vais te poser une question. Tu as aimé faire ça? Oui, j'ai bien aimé, ça va. On va le refaire. Oui, je veux bien le refaire. Alors, merci du temps que vous avez tous conservé parce que on vous a conservé un petit peu plus longtemps que prévu. Ouais, Et merci. je te laisse terminer, ma belle. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir été présent. C'était un format tout nouveau pour moi. J'espère que ça a pu vous apporter des infos que vous cherchiez. J'espère que ça a pu vous correspondre dans le mode de transmission aussi qui est assez particulier. Alors, j'ai aimé faire cela, mais j'aime bien me retrouver face à des gens quand même. C'est un peu particulier. Et malgré tout, j'espère avoir transmis. Alors, ce n'est pas une formation, ça n'avait pas vocation à être une formation, mais d'être une information, une sensibilisation. Et donc, j'espère déjà avoir allumé des petites ampoules dans vos têtes. C'était l'objectif de ce soir. Peut-être avoir mis des petites punaises sur vos chaises ou à des moments, vous vous êtes dit « Ah, c'est inconfortable, là, je ne fais pas ça et peut-être que je devrais le faire différemment. » On aime bien dire qu'on est des agitateurs de pensée. Mais j'espère l'avoir fait en toute bienveillance. Voilà, et je vous remercie pour votre écoute. Et je dis juste une petite chose pour ajouter, parce que merci Myriam de relancer. Tu dis Ah oui. juste un mot sur côte à côte.
Oui, pardon. Alors très rapidement, on a aussi, dans l'enjeu de l'accompagnement à domicile et dans l'enjeu de développer la formation, j'ai beaucoup voulu, penser aux proches évidemment et à cet enjeu d'accompagnement des proches et donc on a développé depuis quelque temps un projet de formation qui s'appelle le projet Côte à Côte, où l'idée c'est de pouvoir amener ces informations-là, aux personnes accompagnantes, de personnes qui ont des difficultés cognitives, mais avec une vision un peu différente, qui est cette vision Montessori évidemment, et de pouvoir justement rester dans un accompagnement centré sur la personne. Et donc ce projet Côte à Côte, c'est un projet de formation qu'on réalise en lien, en partenariat en général avec des structures qui ont des accueils de jour ou des endroits où ils peuvent accueillir des personnes pour ces temps de formation. Et on va pouvoir passer des moments privilégiés avec eux pendant donc 2 matinées et demie. Et on va donc demander et inviter à venir donc les proches et la personne qui a des difficultés cognitives. Cette formation, elle se réalise en dyade, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre uniquement les proches dans une salle de formation pour leur amener des informations. On va vraiment être dans l'idée d'une dyade où les deux vont être participants actifs, où on va avoir des temps tous réunis, des temps où on va être scindés en fonction des informations qu'on va amener, et où on va permettre aux proches en fait d'aller tester, d'aller observer concrètement, factuellement, ce qu'on leur amène en connaissance de formation, avec après la mise en pratique auprès de leurs proches. Donc c'est des formats qui sont très intéressants, qui amènent beaucoup l'idée de l'enjeu vis-à-vis des familles, avec toute l'implication émotionnelle que ça peut amener et le changement de regard, qui n'est pas une mince chose à faire, je ne sais plus comment dire, une mince affaire. Mais voilà, où on a vraiment un gros, gros travail là-dessus, mais qui questionne, qui chamboule, qui, euh, qui amène aussi des changements, même chez des personnes où on voit que l'enjeu, le challenge au début, il va être compliqué. On voit quand même que ça éveille des curiosités et que les familles en fait sont vraiment en attente de ça. Et donc du coup, on va mener ces projets côte à côte avec des aimants et des aimés, parce qu'on n'aime pas parler d'aidants et d'aidés. Et c'est des projets qui jusque-là ont toujours eu du succès et où on a eu des aimants heureux de ces moments-là et des aimés satisfaits des moments qu'ils ont passés aussi. Donc voilà. Et je m'arrête là, sinon je vais partir. Douce soirée à vous tous et toutes. Prenez soin de vous. Et quoi que vous ayez besoin de nous, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, soit sur la boîte mail de contact générique, soit sur la page Facebook, soit par d'autres moyens si vous avez les contacts des uns et des autres. On sera toujours à votre écoute pour vous apporter le maximum de réponses. Encore merci à vous et de cette qualité d'écoute et la qualité de vos questions. Merci à tous. Très sincèrement à vous tous. Merci. Et puis, au plus intime de l'équipe magique des formateurs, des gros bisous tout tendres. Merci à tous et bonne soirée. Merci à vous. Et donc là, il faut que je coupe, c'est ça? Là, tu as deux choix. Soit tu laisses les gens partir tranquillement, tu vas voir, ça va descendre pour pas les couper. Soit tu as envie de couper, c'est ton choix. C'est toi qui es le maître. Donc voilà. Je vais laisser les gens partir tranquillement. Je ne veux pas être trop brutale. Bonsoir Mélodie. Bonsoir, Estelle. Bonne soirée Angélique. Heureusement qu'il y a le chat quand même pour se parler un peu. Bonne soirée Sandrine. Merci à vous. Bisous Joanie. Belle soirée à vous aussi Patricia. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Gaëlle. Merci Richard. Tout entièrement vêtu. Bonne soirée à vous Gaëlle et heureuse que ça ait pu vous amener des solutions. Et amitié à vos collègues qui sont autour. Exactement. Ah, il y a Christelle, je ne l'avais pas vue. Coucou Christelle. Bon, ça y est, la plus grande partie est partie. Ah, mais j'avais pas vu Christelle non plus. Bisous Christelle. Bon, alors je vais couper. Ça, c'est pas sympa de couper.
Au revoir à tous. Merci pour votre écoute.